Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans Tribune présidentielle de ce soir. La France fait son mea culpa sur son implication dans la guerre d'indépendance au Cameroun. Dans une lettre adressée au président Paul Biya et rendue publique le 12 août dernier, le président Emmanuel Macron a officiellement reconnu que la France a mené une guerre au Cameroun marquée par une violence répressive avant et après l'indépendance du pays en 1960. Cette reconnaissance, une première officielle, fait suite à un rapport publié en janvier 2025 par une commission d'historiens franco-camerounais créée lors de la visite du président français à Yaoundé en 2022. Les conclusions de la commission Mémoire ont mis en lumière les déplacements forcés massifs, les détentions dans des camps d'internement et le soutien de la France à des milices brutales pour réprimer les mouvements d'indépendance, notamment l'Union des populations du Cameroun entre 1945 et 1971. Dans sa correspondance, Emmanuel Macron a également reconnu la responsabilité de la France dans la mort de leaders indépendantistes comme Ruben Omiobé, Paul Momo, Isaac Niobé Pandjok et Jérémy Ndeléné, tués entre 1958 et 1960 lors d'opérations militaires sous commandement français. Une telle démarche, sans excuse officielle ni réparation, peut-elle être considérée comme suffisante? Quelle est l'opportunité de cette déclaration qui intervient à moins de 2 mois avant l'élection présidentielle? L'analyse de nos invités est à suivre en deuxième partie d'émission. Mais avant, place au journal. La situation ne s'améliore pas à l'entrée ouest de la ville de Douala. Le lieu-dit Carrefour Muzik jusqu'à Bekoko et bien au-delà reste perturbé par de longues files d'attente causées par d'interminables bouchons, la surpopulation, les routes en mauvais état et l'incivisme des conducteurs sont quelques-unes des raisons évoquées par les automobilistes pour expliquer la situation vécue au quotidien sur la nationale numéro 5. État des lieux dans ce reportage de Giresse Azangué et Fondre des Marquès de retour de Bonabéry. There are ongoing construction works to repair the dilapidated road at Carrefour Muzik, which is located on National Road number 5. The work seems insufficient given the multiple traffic holdups registered daily on this stretch. Depuis qu'ils ont commencé, voilà les tasses. On travaille, on ne travaille pas, on ne connaît pas. Ils sont venus nous créer la boue et partis. Les gens qui quittent de chez eux à 4h du matin pour aller à l'ouest, pour arriver rien que ce manque à Souza, ils font au moins peut-être 5 heures du temps. Vraiment, je suis dépassé pour le pays ici. Parce que la route est tout gâtée. Il n'y a même pas moyen peut-être de mettre le pas. Vous allez vous-même voir peut-être l'état de cette route. Nous sommes seulement dépassés. The degraded state of the road, ongoing construction work, cattle movement and narrow roadways are among the reasons for the traffic congestion. La route est très petite. Et il y a les benzineurs, il y a les camions, il y a les camions, il y a les passants, tout ça qui passe. Supporting Bernard's point, Alfred Kwende, driver, explained that overpopulation in Douala is another factor contributing to the traffic. This is a road leading to Babsam, Bamenda. From Babsam you go to the north. From Bamenda you go to Kambe. From here you go to Southwest, you go to the whole of this area. That's Northern and Southwest. This road is carrying it. And even in the Western region. But it's too small for the road. Cannot work, doesn't work. Both Alfred and Bernard believe that the incivility of drivers is another factor impeding circulation. Il y a les gens qui ne respectent pas les règles de la route. Et les chauffeurs qui pomment les 2 lignes, les 3 lignes. Et c'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Et même les policiers, les gendarmes ne font pas leur travail. S'ils étaient en route, il n'y a pas trop d'embouteillage comme ça. Sometimes the council agents and the police officers always try to say people should maintain single road, a single line. But people, they come, when we are following a single line, as I'm spending all this time on the road because I was trying to make a single line, under a single line. But most of the people, some come from this way, some come from this way. The both roads, they enter. Then those coming from down, they also do the same. So that's why you have total breakdown. So there's no way any of them can pass. For the past few weeks, those using National Road number 5, which serves as a western entrance to Douala,
have encountered several problems. Hier, en rentrant de la réunion ici, là, je me suis renversée au point peut-être que j'ai eu des blessures là sur le pied. La route ici, là, vraiment, c'est la route qu'on a attendue à la dernière minute, au moment des pluies. Ce qu'il ne fallait pas peut-être faire, c'est quelque chose qu'on devait faire depuis. Au moment de la pluie, on attend pour venir peut-être nous tromper, comme on est en train de tromper là vraiment. Je ne comprends pas comment peut-être nous pouvons peut-être vivre dans ces pays comme ça là. Ça nous dérange parce que parfois les voitures nous bloquent même la devanture. Les clients n'arrivent même plus à accéder chez nous. Donc il y a même porter, il n'y a même pas moyen de le servir. The population recommends constructing the former National Road number 5 and cleaning the gutters potentially reduce traffic congestion. Ici au Cameroun, il fallait 3 voies. Des Bécoco jusqu'à Rail. Ça peut être bien. Et drainer encore la rigole qui est ici à Saint-Luc. Jusqu'ici en bas. Juste ici de l'autre côté, là, pour verser l'eau de l'autre côté. Ça devait être bien. Et on devrait aussi arranger la route sur l'ancienne route pour sortir à Miendoba. La voiture qui part à Kumba passe de l'autre côté pour arriver à Miendoba pour aller à Kumba. La voiture qui part à l'ouest monte tout droit pour aller à l'ouest. Si le gouvernement devait faire ça, c'est que la route est très bien, c'est qu'il n'y a pas l'embouteillage ici. Many commuters have spent nights on the road, especially during weekends when traffic is unbearable. The situation is dire and the population laments and pleads for remedy. Et un autre calvaire vécu par les usagers, cette fois sur les routes de F4, d'une distance d'environ 30 km. En saison des pluies, les routes qui relient Tchang au groupement F4 sont devenues impraticables. Les populations de Fo-Tsitsar, Fongandeng, Fonsan, Wencheng et Fondonera souffrent le martyre depuis plusieurs années. Les prix des transports ont explosé, passant de 1 500 à 5 000 francs CFA par personne. Et face au silence des pouvoirs publics, les habitants de Fondonera, par exemple, ont pris leurs responsabilités en main pour réhabiliter leur route. Notre reporter Franck Tassonkin a bravé les intempéries pour présenter ce réseau routier. Voici son reportage. Route calamiteuse, les groupements F4 à l'agonie. Nous sommes dans le département de la Bénois, à l'ouest Cameroun. En cette saison des pluies, les routes qui mènent au groupement F4 depuis la ville de Tchang sont devenues de véritables pièges. Les usagers, habitués à ce type de calvaire, ne cachent plus leur colère. Ce matin, si c'est à peu près, c'est parce que depuis deux jours, il ne pleut pas. Quand il pleut, il n'y a pas possibilité de pénétrer ici. Là. Ça nous fait vraiment très mal. Nous demandons au gouvernement comment il voit les trucs comme ça et il nous regarde comme ça. Un village F4, une route à relie F4, donc 4 villages. Et que finalement, c'est tous accidents condensés comme ça. Nous ne comprenons pas comment ça se passe. Après le village laitier, la situation est encore plus critique. À quelques mètres du marché Wandu, sur les collines, les motos patinent et les conducteurs perdent parfois le contrôle. Passagers au sol. Depuis tous les 10 ans, la route est impraticable. Elle est comme vous la voyez là. Depuis tous les 10 ans, ça n'a jamais changé. Et elle est impraticable pendant la saison de pluie. Et nous y trouvons trop d'inconvénients. Puisque moi, j'ai fait dans la livraison des gâteaux, voir la caisse. Pour arriver ici, c'est trop de problèmes. Et ça casse la moto. C'est Fondonera, Fongondeng et Fo-Tsitsar. Cette route est impraticable en saison de pluie. Les automobilistes téméraires souffrent le martyre sur ces quelques kilomètres. Au nid de poules géants, bourbiers profonds et tronçons glissants. Mon frère, c'est pas facile. Mais on est des natifs de la localité, on va faire comment? Et les événements ne cessent de se multiplier du jour au lendemain. Mais à dire que c'est facile, ça ne l'est pas du tout. Vous voyez vous-même l'état de la route. C'est très mauvais, surtout en saison de pluie, comme nous sommes déjà là. Et bon, nous avons les mains tendues au pouvoir public de penser à notre zone. Parce qu'on nous dit toujours que la route précède le développement. Du groupement Fosso-Wacheng à Fondonera, le calvaire est encore plus intense en raison de sa position géographique. Les habitants, en cette période de récolte, la grande mobilisation dans les familles et les fortes pluies sont contraintes de chausser un type de chaussures approprié pour affronter les flaques d'eau. Les populations locales, en attendant l'intervention des pouvoirs publics,
prennent des mesures pour améliorer leur réseau routier. Le projet en question, effectivement, c'est de partir de l'amorce de la colline. Vous-même, vous l'avez constaté, elle est difficilement praticable. On a été obligé de laisser la moto partir parce qu'on ne pouvait pas monter avec elle. On doit commencer justement à ce début de la colline pour monter jusqu'à Fondonera et aller jusqu'à Metatop. L'association pour le développement de la partie est de ce groupement entreprend des démarches pour réhabiliter son tronçon. J'ai réussi jusqu'à présent à collecter la somme de plus de 6 millions de francs. On est légèrement au-dessus. Mais le budget qui est établi à cet effet doit aller à plus de 12 millions. Les débuts sont très bien. J'ai bon espoir qu'avec justement la mobilisation qui est en train d'être faite, d'abord de manière collective et ensuite de porte à porte, que nous allons réussir à réaliser ce projet-là. En réhabilitant les routes baptisées Corridor F4, l'on permettra ainsi à près de 200 000 habitants d'écouler des produits agricoles, jusque-là coincés dans ces zones enclavées. Dans un autre registre, la classe politique camerounaise et certains candidats à l'élection présidentielle condamnent l'enlèvement d'au moins 11 personnes, dont 5 enfants d'une même famille à Zigagé, dans la région de l'extrême nord. Maurice Kamto, Cabral Libi, Patricia Tomaino, Namjoya et Jérôme Bakari accusent le gouvernement de ne pas avoir assuré la sécurité de ses citoyens. Pendant ce temps, Anne-Florentine, la mère des 5 enfants kidnappés dont l'un aurait été tué, est inconsolable. Le récit de Fondré Marquez. There have been numerous reactions from the political class following the recent abduction of 11 persons, including 5 children from the same family. The incident, which occurred on August 13, 2025 at Zigagé locality in the Far North region, has sparked widespread concern, particularly within the political sphere. Maurice Kamto, political leaders, condemned the mass kidnapping believed to be perpetrated by Boko Haram members. Kamto expressed his solidarity with the affected families, especially Nga and Florentine, the mother of the 5 kidnapped children. While criticizing the government for failing to end insecurity in the Far North region, Kamto urged for the safe release of the kidnapped individuals and support for the victims' families. Cabral Libi of the PCRN party, in a social media post, expressed shock and horror, calling for unity and humanity to save the kidnapped children. He also urged the state to protect the children and support the affected family. Issa Chiroma Bakari of the FSNC party has also joined in expressing solidarity after sending an envoy to visit the mother whose 5 children were abducted by suspected Boko Haram fighters. He had a phone conversation with her, offering support and initiating efforts to locate the children. The CDU, led by Tomaino Ndamjoya, has described the kidnapping as inhumane, while expressing profound compassion and solidarity with the mother of the 5 children. The presidential candidate urged the government to immediately clarify the circumstances of the kidnapping and tighten security on high-risk roads. The CDU's reaction aligns with other political actors who are questioning the government's ability to combat insecurity in the Far North region. Dès qu'on a fini de faire des tanks de prévu, voici le feu qu'on a écoulé par terre. On dit que dès qu'on a ce match, qu'on a 200 000, ils n'ont même pas, ils vont seulement tirer maman. Oh, John m'a encore appelé là, on a même peur d'appeler, mais demain, ce qui nous affecte, si on ne fait pas quelque chose. À 13 h, on va encore tuer. Oh non! À 13 h, on va encore tuer 2, ça va essayer 2. According to reports, the kidnappers claimed to have executed one of the children of Anne Florentine and threatened to kill the remaining 4 if the 50 million CFA francs ransom is not paid. Dans la perspective de l'élection présidentielle, les jeunes du département du Noun sont assoiffés de changements. À moins de 2 mois du scrutin, ceux de Fumbot, dans la région de l'Ouest Cameroun, sont déjà prêts carte à main à exercer leur droit de vote. Plusieurs d'entre eux mobilisent les retardataires pour le retrait de leur carte d'électeur, car pour ces derniers, le changement passera par le vote. La correspondance de Sidjik Djingou à Fumbot. À Fumbot, dans le département du Noun, nombreux sont ces jeunes qui rêvent d'un changement à la tête de l'État camerounais le 12 octobre prochain. Seulement, ces habitants souhaitent le faire par la voie des urnes et surtout dans la paix. Nous voulons un changement dans ce pays. Nous voulons le changement dans ce pays. Le pays va mal, nous voulons le changement. Voter parce que je veux le changement.
On n'a pas besoin de la guerre, mais on a besoin de changement. Nous ne sommes pas tellement contents parce que nous voulons voir un Cameroun dans la paix, un Cameroun dans la souveraineté, parce que nous voulons voir des élections à la transparence. Aujourd'hui, il y a des... Dans cette même ville du pays, des cartes d'électeurs sont déjà retirées afin de prendre part au scrutin du 12 octobre 2025 pour choisir le président de la République. Ça fait 3 ou 4 jours que je me suis rendu à Elekam ici pour retirer ma carte d'électeur. Et ma carte est avec moi, j'attends les élections Pour l'évolution du pays, j'ai la carte électorale. Je dois voter parce que je veux le changement. Je suis prêt, moi particulièrement, je suis prêt pour voter. En attendant le jour J, l'idée d'une coalition des forces de l'opposition est largement partagée. J'invite surtout ceux qu'on a été de faire une coalition et nous envoyer une personne. Ensemble, nous allons voter cette personne pour renverser le régime du RDPC, pour renverser ce gouvernement qui nous dérange depuis 43 ans. On va voter, il n'y a pas de problème. Même s'ils ont rejeté, ça ne change pas. Nous, on va voter pour le bien-être du pays. C'est dit que la campagne électorale s'annonce rude à Foumbot, autant pour le parti au pouvoir que pour ceux de l'opposition. Minute présidentielle. Les minutes présidentielles de ce soir sont consacrées au rôle de la Commission nationale de recensement des votes. Comme indiqué précédemment, une fois les bureaux de vote clos, le premier travail de comptage des voix est fait par une commission départementale de supervision qui, à son tour, passe les documents à une autre instance créée au niveau national. C'est la Commission nationale de recensement de votes, dont nous visitons les travaux avec Roland Zapi. Pour l'élection présidentielle, il a été prévu dans le code électoral camerounais la création d'une commission nationale de recensement général des votes composée ainsi qu'il suit au terme de l'article 68. Un membre du Conseil constitutionnel désigné par le président du Conseil constitutionnel qui préside la commission, complété comme membre par 2 magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour suprême, 5 représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de l'administration territoriale, 5 représentants de l'Elections Cameroun désignés par le directeur général des élections, un représentant de chaque candidat ou parti politique en compétition désigné par le candidat ou le parti politique. La composition de la Commission nationale de recensement général des votes est par la suite constatée par résolution du Conseil électoral et la liste est communiquée au Conseil constitutionnel et tenue à la disposition du public. La commission comprend donc 13 membres d'office auxquels s'ajoutent autant d'autres membres que de candidats en lice. Une élection présidentielle avec 10 candidats, par exemple, donnera lieu à une commission nationale de 23 membres. D'après l'article 69, la Commission nationale de recensement général des votes procède au décompte général des votes au vu des procès-verbaux et des pièces annexes transmises par les commissions départementales de supervision. Elle redresse les erreurs matérielles éventuelles de décompte des votes, mais elle ne peut toutefois annuler les procès-verbaux correspondants. Le recensement général des votes est public et s'effectue au siège du Conseil constitutionnel. La commission dresse le procès-verbal de toutes ces opérations, lequel est établi en autant d'exemplaires que de membres et signé du président et des membres présents. Un exemplaire est transmis dans un délai de 5 jours au Conseil constitutionnel accompagné des pièces annexes. Pour mémoire, après l'élection présidentielle de 2018, le recours en annulation introduit devant le Conseil constitutionnel portait en grande partie sur la contestation de ces procès-verbaux issus de la Commission nationale de recensement des votes. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun contestait l'authenticité de 32 procès-verbaux qui représentaient plus de 1,3 million de votes sur un total de 6,6 millions d'inscrits. Juste pour indiquer que malgré la forte composition de cette commission et la qualité des hommes qui la composent, cela ne garantit pas toujours la qualité des travaux, surtout du fait que l'administration, le Conseil constitutionnel et l'ECAM, les principaux fournisseurs des membres, ne feraient en réalité qu'un seul avec le parti au pouvoir, d'après les récriminations régulièrement portées par les partis de l'opposition et la société civile. En tout état de cause, c'est au final sur les procès-verbaux sortis des travaux de cette commission que le Conseil constitutionnel s'appuie pour proclamer les résultats. Minute présidentielle. Dans la suite du journal, intéressons-nous à présent à la lutte contre l'exposition aux plombes. Après l'étape de renforcement des capacités des journalistes, l'UNICEF et les cadres des ministères de la Santé publique et de l'Environnement se sont rendus dans plusieurs entreprises commercialisant de la peinture à Douala.
Une descente sur le terrain qui avait un double objectif, celui de vérifier la conformité des produits vendus, notamment l'absence de plomb dans les peintures et sensibiliser les distributeurs et fabricants sur les risques sanitaires liés à cette substance toxique. Plus de détails dans cet élément de Juliana Tada et Jéressa Zangui. Le périple de l'UNICEF, engagé depuis quelques semaines dans une campagne de sensibilisation contre le plomb, l'a conduit jeudi dernier au sein d'entreprises qui commercialisent la peinture. Pour cause, le plomb est un pigment qui a été largement utilisé dans le passé dans des peintures à base d'huile notamment. Progressivement interdit en raison de sa toxicité prononcée, certains importateurs camerounais rassurent quant à la qualité de leurs produits. Par ailleurs, connaître les 5 familles de constituants des peintures pourrait épargner les consommateurs de la contrebande dans laquelle le plomb reste malheureusement présent. Dans ces 5 familles de constituants, si on va regarder ce qui a les traces de plomb, c'est les inhibiteurs de corrosion, c'est les additifs qui vont permettre à la peinture à huile, après l'application, de se sécher. C'est les pigments et même pas tous les pigments. Gilbert Bello du ministère de la Santé alerte sur les dangers du plomb chez les femmes enceintes et les plus petits. Des travaux avaient été faits en 2017 où nous avons, n'est-ce pas, fait la plombémie chez des enfants âgés de 12 à 5 ans dans la ville de Yaoundé. Et ces enfants justement présentaient une concentration de plombémie dont la moyenne était, n'est-ce pas, à 8 microgrammes par décilitre dans leur sang. Et c'est une valeur qui est largement au-dessus, n'est-ce pas, du seuil recommandé, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, le CDD qui est, n'est-ce pas, de 5 microgrammes par décilitre. La problématique de l'intoxication au plomb préoccupe l'UNICEF qui recommande un renforcement d'outils de détection afin d'amenuiser son impact environnemental et humain. Nous avons constaté qu'il y a quand même des gaps sur le terrain, par exemple en termes des capacités nationales, par exemple pour pouvoir mesurer les taux ou bien la teneur en plomb de certaines substances, que ce soit même au niveau des substances, que ce soit au niveau des enfants. Il est nécessaire quand même de renforcer les capacités nationales par rapport à cela. Bienvenue dans la deuxième partie de Tribune présidentielle. Malheureusement, on n'aura pas le papier d'appui de Jean-Paul Chouniat. Vous aurez l'occasion de le retrouver dans nos prochaines éditions d'information, notamment sur Balafon Télévision et sur Radio Balafon. Justement, nous sommes en direct sur ces deux antennes jusqu'à 21h30. On revient sur la lettre du président français Emmanuel Macron adressée au président de la République Paul Biya. La France qui reconnaît son implication dans la guerre d'indépendance entre 1945 et 1971. Nous avons l'occasion d'en parler ce soir avec André Bandakani, président du nouveau mouvement populaire panafricaniste. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je n'ai pas le choix. Merci, merci beaucoup. On a par Zoom Jacob Tatita, historien, enseignant. Jacob, merci d'avoir accepté de participer aux échanges de ce soir. Jacob Tatita, on ne l'a pas. Avant de réessayer de l'avoir tout à l'heure, je vais commencer par vous, André Bandakani. La France fait sa sortie. Emmanuel Macron adresse une lettre au président de la République, Paul Biya. Une lettre qui intervient après déjà la commande de la France, qui constitue la commission mémoire pour enquêter sur ce qui s'est exactement passé durant la période définie. Par la suite, le rapport de la commission mémoire, un rapport d'environ 1000 pages qui a été remis, dont un exemplaire a été remis au président de la République en début d'année. Maintenant, la sortie de la France qui reconnaît officiellement qu'il y a eu guerre, qu'il y a eu des massacres et que des civils ont été tués au Cameroun durant la période de 45-71. Vous croyez en la sincérité du président français à travers cette correspondance ?
Ce n'est pas une affaire de sincérité. D'abord, on n'a pas attendu que M. Macron découvre que le soleil se lève chaque matin pour connaître la vérité sur l'histoire, et en particulier l'histoire qui nous lie à la France. Les Camerounais connaissent très bien leur histoire, connaissent très bien ce qui s'est passé dans les années que vous avez convoquées, 45-71. Les Camerounais savent que la France a fait une guerre contre les patriotes camerounais rassemblés dans le cadre de l'UPC originel, en violation de tous les traités internationaux, le Cameroun n'ayant jamais été une colonie, en violant les accords de tutelle, etc. Et elle a massacré des millions, des milliers de Camerounais, rasé des villages entiers dans le pays, etc. Les Camerounais connaissent ça. Beaucoup de livres ont été écrits à propos, et les Camerounais, malgré l'inexistence d'une démarche officielle de l'État camerounais pour consacrer cette histoire-là à juste titre, les Camerounais se sont organisés, n'est-ce pas, à perpétuer la mémoire, à l'entretenir. Donc on n'a pas attendu que M. Macron se réveille de son sommeil pour parler de la vérité sur cette guerre-là. C'est un. Deuxièmement, la démarche de M. Macron pose problème. On ne conçoit pas qu'un président soit en même temps historien. Les historiens politiciens détruisent la mémoire, trafiquent l'histoire et défigurent la réalité des faits. À quel moment Emmanuel Macron a montré qu'il est historien? Non, c'est sa commande, c'est lui qui a constitué la commission. Mais ce travail a été fait par un collectif de Camerounais et de Français. Où on est dans une démarche scientifique, ou on est dans une démarche politique. Alors quand on mélange la politique et la science, ça donne ce que ça donne. Et on est là, en plein dedans, là, avec le cas Macron. Et ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous le rapport sur le Rwanda. Alors, c'était truffé de fautes immenses, C'était totalement été dévoyé. Et vous allez voir ce que ça a donné après. Ça a servi de paravent, de marque, de faux drapeau, à une démarche de la France visant à se réconcilier avec le Rwanda pour opérer en RDC. Ça s'est traduit, madame, en quasi-génocide, depuis 30 ans, en quasi-génocide. Donc, il faut savoir que ce semblant de reconnaissance a été imposé à M. Macron. Ça lui a été imposé par le combat panafricaniste que nous menons depuis 15 ans, qui a changé la donne totalement dans nos relations avec ce que vous appelez nos partenaires. Donc il est dormi, il n'a pas le choix. Troisièmement, il faut ajouter que c'est une démarche en réaction, parce que Benjamin Tah, pour bien faire, l'État du Cameroun a finalement pris son responsabilité et a mis sur pied une commission pour la réécriture de l'histoire du Cameroun. Vous voyez bien le timing. C'est à ce moment-là, rapidement, que M. Macron déclenche cette commission-là, un peu pour concurrencer l'État camerounais. Il faut le dire, c'est un fait, pour concurrencer l'État camerounais. Vous voyez qu'à partir de ce moment-là, ce n'est plus l'histoire qu'on fait. On met l'histoire au service de la politique. Et là, il n'y aura pas de vérité scientifique. Jacob Tatita, vous pensez aussi qu'il y a un peu d'opportunisme dans la sortie d'Emmanuel Macron à propos de ce qui s'est passé au Cameroun durant ces années-là? On a pu vous avoir, vous êtes en direct par Zoom. Bonsoir déjà. Merci d'avoir accepté de participer aux échanges de ce soir. Bonsoir, merci de me faire confiance. Il s'agit effectivement d'une opération de communication. Et je l'ai toujours martelé, dans le journal Le Monde en vous faisant savoir qu'il ne faut pas attendre grand-chose du président Emmanuel Macron. Son opération vise à laver l'image de la France qui est en perdition en Afrique. Et c'est une reconnaissance un peu insuffisante et maladroite dans la mesure où il a plutôt mis en exergue les collaborateurs de la France pendant cette période en exergue. C'est-à-dire, il a mis devant les collaborateurs tels que Paul Momo. Paul Momo, c'est quelqu'un qui, au départ, faisait partie des indépendantistes, mais qui, à la création de l'Armée de libération nationale du Cameroun en mai-juin 1959, a choisi de ne pas faire partie et par la suite a été instrumentalisé par l'armée française pour saper la guerre de libération nationale du Cameroun. Il a été effectivement
assassiné par les mêmes forces françaises. Et c'est lui que la France se rend aujourd'hui. Merci. Vous disiez tout à l'heure que l'intention de la France à travers la sortie du président Emmanuel Macron est de laver son image. Est-ce qu'il n'y aurait pas une intention aussi, une volonté de se réconcilier avec le Cameroun, au-delà de l'image du pays qu'on veut plus ou moins corriger? C'est plutôt une façon de donner un coup de main à la dictature grabataire en place aujourd'hui. Comment? Pourquoi? Dans quel sens? C'est le timing, c'est le timing. Parce qu'il y a une interprétation à faire, parce que la guerre de libération nationale, pour ce qui concerne l'Ouest Cameroun, a commencé par Baham. Baham parce que l'administration coloniale a commis une erreur stratégique dans cette région. Et l'erreur stratégique consistait à remplacer un chef de son vivant, c'est-à-dire la destitution du chef Kandem Neyim et son remplacement par Tegia, qui par la suite a été propulsé aussi dans l'administration comme ministre. Mais il a été aussi exécuté par les petites mains de la France-Afrique. Et ça constitue une frustration qui demeure jusqu'aujourd'hui. Et le dernier coup que ce royaume de Baham a subi tout dernièrement, et tout le Cameroun, est un exemple parfait de ce couteau que la France tourne dans la plaie. Et surtout que dans sa lettre, Emmanuel Macron ne parle pas que de Paul Momo. Il revient également sur le cas de Ruben Oumniobé, Isaac Niobé Pandjok, Jérémy Ndéléné. On aura l'occasion de revenir sur les circonstances de décès de chacun de ces martyrs. Roland Tapi, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, je demandais... Bandakani a évoqué tout à l'heure l'opportunité de cette sortie. Nous sommes dans la tribune présidentielle. Est-ce qu'on peut très vite faire le lien entre la présidentielle, l'élection qui se prépare et la sortie du président français Emmanuel Macron? Bien entendu, même si on n'aurait pas voulu le faire, malheureusement, le timing, ça coïncide avec un contexte électoral au Cameroun. On ne peut ne pas essayer de trouver ce lien. On ne peut pas penser que la sortie d'Emmanuel Macron en ce moment est anodine, qu'elle ne participe pas d'une certaine forme de communication ou plutôt d'une certaine forme de techniques pour influencer plus ou moins le landerneau politique et la société camerounaise. N'oublions pas que depuis pratiquement 2 ans ou 3 ans, la France souffre, il faut le dire ainsi, en Afrique. En Afrique de l'Ouest, carrément, elle a été boutée hors. Elle comprend aujourd'hui que la suprématie qu'elle avait sur l'Afrique s'est effritée progressivement et aujourd'hui, on peut se lever un matin et dire « Monsieur l'ambassadeur français, vous avez 48 heures pour quitter notre pays. Ce qui n'était pas pensable il y a beaucoup de temps. La France, même en essayant de relativiser ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, prend au sérieux effectivement les faits. Elle ne veut pas aujourd'hui laisser que ce genre de ressentiment prenne place aussi en Afrique centrale. C'est pour ça que, à la veille d'une élection présidentielle comme ça, comme elle sait qu'elle est toujours soupçonnée d'être derrière les gouvernements africains et que elle a toujours supporté le gouvernement en place qui aujourd'hui est plus ou moins vomi par la société. Elle ne veut pas à un moment donné donner l'impression d'être encore derrière ce gouvernement pour ne pas provoquer, je dirais ainsi, les populations qui pourraient sortir, comme on a vu en Afrique de l'Ouest, et manifester contre les intérêts français. Il faut donc qu'elle donne des gages pour dire que non, nous reconnaissons aujourd'hui que nous avons été au Cameroun et qu'on a violé allègrement les lois et les conventions qui nous permettaient d'être au Cameroun. Au lieu d'être des tutrices, enfin, la France, au lieu d'être une tutrice qui devait materner le Cameroun, l'a protéger contre quiconque, s'est transformé plutôt en son bourreau. Il a affirmé qu'il y a eu une guerre au Cameroun. Une guerre contre qui? Une guerre contre les Camerounais sur leur propre territoire parce qu'ils revendiquaient quelque chose. Aujourd'hui, accepter cela, comme on dit chez nous, une faute avouée et à moitié pardonnée.
on est dans cette logique-là. Elle veut repolir un peu son image dans ce contexte électoral pour laisser croire que non, elle n'est pas toujours cette France dominatrice, elle n'est plus cette France qui exploite. Elle est désormais une France qui écoute, entend, comprend les cris des gens et tend la main pour aller vers ce qu'il appelle une mémoire collective. Vous parlez, Roland Tsapi, de crainte. En Afrique de l'Ouest, il y a ce sentiment anti-français qui s'est emparé des Ouest-Africains. Oui. Ce n'est pas totalement le cas en Afrique centrale. Pourquoi craindre quand en Afrique centrale, les accords de coopération entre la France et certains pays semblent être au beau fixe? Oui, vous savez, la politique, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas du 1 + 1 = 2. Et il faut anticiper, il faut être prévoyant. Il n'est pas exclu que, comme on a vu en 1991, avec le vent d'Est qui est quitté de je sais où, on a vu comment ce vent a soufflé dans tous les pays d'Afrique, même au Cameroun, même comme la conférence nationale qui était la particularité de ce vent d'Est a été refusée au Cameroun, mais il n'en reste pas moins que le Cameroun a subi cela aussi. Vous ne pouvez pas penser que les Français vont s'asseoir, surtout la France politique, parce que quand on dit les Français, il faut toujours faire la différence entre la France politique et le peuple français, qui dans le fond sont même parfois ceux qui aident les Africains à bien comprendre comment est-ce que leur pays essaie de les exploiter. Donc il y a cette différence-là. La France politique n'est pas indifférente, elle ne veut pas, elle préfère éteindre le feu chez le voisin avant que ça n'arrive. Chez elle, vous comprenez, donc, elle est très bien consciente de ce qui s'est passé. Elle ne veut pas que les mêmes conditions politiques d'élection et autres qui se sont produites là-bas aient les mêmes effets ici chez nous. C'est pour ça qu'elle préfère tout faire pour donner déjà des gages de bonne volonté, d'amicalité, de générosité, pour ne pas permettre que des choses qu'elle ne souhaite pas arrivent. Parce que ce serait toujours, surtout sous le régime de Macron, vous savez que c'est surtout quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir que tout le bazar, si on peut appeler ainsi, est arrivé en Afrique de l'Ouest. Et il ne faut pas toujours que ce soit lui qui soit encore au pouvoir et que ça arrive en Afrique centrale aussi. Au moins, c'est qu'on peut protéger. En tout cas pour eux, ils veulent sauver ce qui peut encore l'être sur le plan au niveau de l'Afrique centrale. Sauver ce qui peut encore l'être, ça passe par le renouvellement de ses représentants, de ses représentations diplomatiques, de ses représentants diplomatiques. On a vécu l'arrivée du nouvel ambassadeur de France au Cameroun il y a quelques jours. Ça rentre dans la suite logique de ce que vous disiez tout à l'heure, André Bandakani, que tout est fait à dessein. D'abord, je veux procéder à quelques rectificatifs. Premièrement, il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique de l'Ouest. Il y a une dénonciation de l'impérialisme français, une remise en cause de l'impérialisme français. Le mot sentiment anti-français est rabaissant et dégradant. C'est le vocabulaire de M. Macron et de la France, qui vise à nous confiner à des êtres d'émotion et de sentiments, moins que des êtres d'hélène, des raisons. Vous connaissez la vieille formule de Senghor. Donc ce n'est pas un sentiment, c'est une véritable action historique qui produit des résultats. Comme jamais on a eu auparavant en Afrique, depuis au moins une centaine d'années. La deuxième chose, on ne boude pas la France en Afrique de l'Ouest. C'est à partir du Cameroun. Et l'un des pionniers, sinon le pionnier, le mouvement est devant vous. Je suis surpris que sur un média comme Balafon, on n'a pas le courage de le dire. Le pionnier est devant vous. Le Cameroun est le foyer. Lutte. Non, il faut le dire. On le reconnaît. Quand Laurent Tchapi dit qu'on a bouté la France en Afrique de l'Ouest, non, c'est nous qui avons créé ce mouvement en Afrique de l'Ouest. C'est nous. C'est incontestable, c'est un fait. Ça fait 15 ans qu'on mène ce combat. 15 ans, c'est 15 ans. Et l'Afrique de l'Ouest a pris 7-8 ans après que l'on ait commencé, au Cameroun. Et ce n'est pas par hasard que ça part de ce pays. C'est pour dire que quand j'ai entendu soutien à une dictature grabataire, ce n'est pas vrai. Parce que, allez comparer les intérêts français de 1960, partons de 1960, c'est sur l'indépendance, jusqu'aux années présentes. Regardez la diminution des intérêts français. Rien que de 90 en 2025, 2023, peut-être l'année 2010, 2015. C'est l'ancien ambassadeur français de France qui le dit. Il faisait un cours à l'IRIC, une conférence, M. Guilou,
faisait une conférence, la France a perdu plus de 35% de ses parts de marché au Cameroun. Comment vous pouvez être dans un endroit qui vous appartient et vous perdez les parts de marché? Et ça n'a pas cessé. M. Macron l'a confirmé ici à sa dernière visite, où il disait à ces entreprises que l'époque là est passée, soyez plus agressifs, soyez plus compétitifs. Hollande Tchapi était là, il a bien suivi. Donc, ce sont des faits. On ne conçoit pas que vous soyez chez vous et vous perdez les parts de marché. C'est une contradiction. On n'est pas obligé de faire de la propagande. C'est un fait. Deuxièmement, regardez en France. Quand le président Biya va en France, regardez comment il est accueilli. Faisons un parallèle avec le président Ouattara. Il y a plein d'Ivoiriens en France qui sont contre le président Ouattara. Pourquoi il n'est jamais inquiété quand il vient en France? Sa sécurité est serrée, assurée. Nos ambassades sont vandalisées en France. Pourtant, on dit que c'est le pays, le président est l'homme de la France. Ce sont les contradictions que ceux qui le disent doivent régler. Donc, quand j'ai fini de dire ça, je reviens sur le problème que vous avez posé, à savoir l'arrivée de nouvel ambassadeur. Mais c'est ça qu'il faut même comprendre. Parce que quand on dit que soutient une dictature grabataire, comment on peut soutenir une dictature grabataire en même temps, on finance Boko Haram? Le président du Niger vous a dit ça à Mondovision, avec les preuves inattaquables. Il donne les noms, les circuits de financement, les dates de réunion. Il vous cite le nom des agents français. Boko Haram, c'est le Jack Tchad. Et le Cameroun en souffre. On a perdu plus d'une vingtaine de soldats. Je pense que c'est bon ça. Il y a d'ailleurs 11 personnes qui ont été enlevées. Non, ça encore, comme c'est très chaud, soyons prudents. Mais je prends l'événement récent où on a attaqué l'État Cameroun. On nous a attaqué. Nous avons perdu des militaires, près d'une vingtaine. Avec un armement sophistiqué, c'est la France qui est derrière ça. Comment en même temps on peut dire qu'on soutient quelqu'un et on lui fait la guerre? Ce n'est pas ce qu'on fait à M. Ouattara. Tu prends son cas, il y en a d'autres. Donc cet ensemble de faits montre que, je ne vais pas revenir sur le dossier Bakassi, où la France a dit débrouillez-vous, malgré à l'époque encore les accords étaient valables. Je reviens pas sur le coup d'État de 84, toute chose que Laurent Tchapi connaît très bien d'ailleurs. Donc, il y a un mouvement historique qui a pour foyer le Cameroun, et ce n'est pas le fait du hasard, qui a mis la France dos au mur. Plus que dos au mur, nous l'avons obligé à faire de fausses réformes sur le franc CFA. Alors qu'avant, elle a nié, la France a passé le temps à nier cette réalité. La question des bases militaires que nous avons posée pendant des années, elle a nié pour après se soumettre et tout. Donc ce devoir de mémoire devant lequel Macron fait semblant de se livrer, lui a été imposé. Et nous avons repris le combat de ceux qui nous ont précédés. Les historiens, des UPC qui nous ont précédés dans ce combat-là. Nous avons seulement remis ça à l'ordre du jour et il n'a pas le choix. Tout à l'heure, je vous ai dit que le timing, ce n'est pas le fait du hasard. Oui. Le Cameroun a mis sur pied une commission pour réécrire son histoire. Cette commission fonctionne à l'eau, elle est en train de travailler. Donc ça a boosté M. Macron à faire son théâtre pour essayer de rattraper les choses. Le timing, élection présidentielle, oui et non. Oui, parce que justement, Roland a raison, on est en période présidentielle. Le moment est assez opportun. Mais la véritable raison, c'est que on vous a envoyé un général être ambassadeur ici. Ce n'est pas habituel dans la diplomatie qu'on envoie un général d'armée. Un général, ça a créé beaucoup de problèmes dans la diplomatie française. Parce que les diplomates classiques et historiques disent que c'est quelle affaire ça? Jusqu'aujourd'hui, ça fait un débat sérieux, ça secoue la diplomatie française. Il est venu ici avec un agenda précis que nous avons présenté à Mondovision, sans être contesté. Il avait un agenda de déstabilisation du Cameroun, de faire aboutir un certain nombre d'éléments importants pour la France dans le cadre de la succession du président. Il a échoué. Un nouveau arrive, nous allons lui réserver un bon comité d'accueil en sortant les dossiers secrets, tout ce que la France est en train de faire actuellement au Cameroun, à travers les ONG, la société civile, etc. On va le lui présenter à Mondovision comme on l'a fait pour l'ambassadeur précédent. Donc, dire que la France soutient le régime en place et être le lieu où toutes les dynamiques de déstabilisation du régime sont cocotées, c'est une contradiction qu'il faut que ceux qui le disent règlent et affrontent. Donc, conclusion, comme vous l'avez dit, la France est dos au mur. Dos au mur. Elle est dos au mur en Afrique. La démarche de Macron est simple. Je vais entrer dans le fond, avec votre permission. Il est question, et ça c'est un problème interne à la France qui est profond, puisque la France a un problème. La France a même un problème de souveraineté, comme les pays africains. C'est ce que les gens oublient. On se demande à qui appartient la France. À Rothschild, au Christ, etc. Macron, c'est leur agent. Il est donc question pour ces gens de démanteler la vieille France-Afrique de papa et la remplacer par la France-Afrique des gens comme Macron, basée sur les multinationales, avec un ensemble de standards, ou bien d'étendards,
visas étudiants, les bourses étudiants, la double nationalité, etc., la promotion des acteurs culturels. La France est la capitale de la culture africaine. Ça doit vous interpeller, ça. Et particulièrement camerounaise, tous vos influences, tous les gens qui sont en France. Ils vont. Ils résident, c'est pas le fait du hasard. On promeut les légendes, etc. Et c'est dans un programme qui est assumé. C'est-à-dire c'est le programme de la diplomatie française. Il est question de produire les Young Leaders, version française, puisque c'est l'Amérique qui maîtrise cette affaire-là. Donc les Français ont créé une nouvelle génération de Young Leaders, c'est-à-dire des Africains qu'on fabrique pour travailler en Afrique pour le compte de la France. C'est ça qui est derrière tout ça. Donc, démanteler cette vieille France-Afrique suppose de tromper les Africains avec des gadgets, comme ce truc qu'il est en train de faire. Il est président, il écrit l'histoire. C'est-à-dire, il fait semblant de nous remettre nos trésors volés. Mais vous voyez l'ingratitude et l'insulte. On nous dit non. Mais avant de vous rendre ça, il faut qu'on s'assure que vous pouvez garder ça. Oubliant que quand ils sont venus voler ces trésors ici, c'était bien gardé. Donc c'est tout ça qu'on est en pleine hypocrisie et que des Africains sérieux ne peuvent pas accorder la moindre importance à la gesticulation du petit président de l'Élysée. Jacob Tsatitsa, dans cette lettre, on a tout lu, sauf des excuses officielles. La France qui reconnaît qu'elle est impliquée dans ce qu'on a enregistré entre 1945 et 1971 au Cameroun. La France ne s'excuse pas. Est-ce qu'elle ne devrait pas le faire? Et est-ce que la rédaction, la sortie de cette lettre ne devait pas être l'opportunité même pour la France de s'excuser? Avant d'arriver là-bas, il faudrait que je vous décrive un peu comment le processus, selon moi, s'est passé. En effet, 2 ans après la création de l'UPC, en 1950, les administrateurs et les stratèges français envoient une note sur la souveraineté française sur le Cameroun. Dans cette note, il est écrit noir sur blanc que le Cameroun constitue un point géostratégique très important pour la France en Afrique. Parce que pour arriver au Tchad, où se trouvent des intérêts français, il faut passer par le Cameroun. Pour arriver au pays qu'on appelle aujourd'hui la République centrafricaine, il faut passer par le Cameroun. Et pour cela, les stratèges français conseillaient au gouvernement français de noyauter l'économie camerounaise en investissant dans les points stratégiques. Il s'agit des aéroports, des ports et des chemins de fer, ainsi que les terrains d'aviation. Et pour cela, la France a concocté un plan qui consistait à faire passer des textes à l'Assemblée projetée être mis sur pied au Cameroun et de faire passer ces textes à l'insu des élus pour que ces textes soient validés lors des séances de l'Assemblée. Et ce qui a été fait, et ce qui le prouve, c'est que les terrains où se trouve l'ambassade de France aujourd'hui sont le fruit d'un bail amphithéotique de 99 ans. Les ports, pour ça, les archives ne nous ont pas encore permis de vérifier si ces baux ont été levés ou pas. Mais pour ce qui concerne le terrain de l'ambassade, ces baux persistent. Un intervenant dans une télévision l'a bien expliqué. En ce qui concerne l'absence des termes comme réparation dans la lettre, c'est ce qui est le plus frustrant et c'est ce que je désigne comme un couteau qu'on tourne dans la plaie, dans la mesure où on ne peut pas parler de reconnaissance d'une guerre sans parler de réparation. Réparation judiciaire, réparation politique et réparation économique. Avant même de parler de la réparation, est-ce qu'on ne devrait pas demander pardon à ce peuple, au peuple camerounais? Ça, c'est une évidence. Demander des excuses. Pour ce qui concerne la reconnaissance de la guerre menée par les Mao Mao contre les Anglais ont invité solennellement les combattants Mao Mao et ont reconnu officiellement lors d'une séance solennelle les massacres et les exécutions qui ont eu lieu au Kenya.
pour ce qui concerne le Cameroun, les assassinats politiques, les empoisonnements comme l'empoisonnement de Félix Roland Moumié à Genève devraient être reconnus et réparés comme il se doit. Et la France devrait demander des excuses à propos. Justement, pour le cas Moumié, la France dit ne pas disposer d'assez d'éléments pour reconnaître son implication dans son assassinat. Que comprendre? Ça, c'est une en avant parce que les archives existent. Les archives concernant cet assassinat existent au niveau de la Suisse. Et la commission a pu y arriver. Je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas mettre en exergue ce qu'ils ont trouvé dans les archives. Ces archives existent, je le précise bien. Est-ce que ça veut donc dire, Jacob Tatita, que le travail qui a été fait par la commission mémoire, vu que le président français dit qu'il fait la sortie sur la base des éléments mis à sa disposition par la commission mémoire, est-ce qu'on peut dire que le travail de la commission mémoire est partiel? La commission mémoire n'est pas allée au fond des choses. On ne peut pas parler tellement de partialité dans la mesure où l'exemple concret, c'est dans les années 65-67, après l'ouverture du front de l'Est, la France est venue au secours du Cameroun. Et pour qu'elle vienne au secours du Cameroun pour combattre le front de l'Est, le Cameroun a promis un paiement en nature. Malheureusement, je n'ai pas vu des informations concernant ce paiement en nature dans le rapport qui a été publié. Ce qui sous-entend qu'il y a des passages qui ont été passés sous silence, probablement pour déplaire. Les membres de la commission n'ont pas eu à certains documents d'archives aux archives nationales de Yaoundé. Les archives de la police n'ont pas été mis à leur disposition. Et je ne sais pas si c'est à dessein ou ils n'ont pas pu avoir accès à ces archives. Parlant justement des archives, Roland Tsapi, on a produit une émission bien avant, lorsque la commission mémoire a été constituée et même lorsqu'elle a publié son rapport, le rapport dont l'exemplaire a été remis au président de la République. Il y a beaucoup d'enfants de martyrs qui disent n'avoir pas été approchés déjà par les membres de la commission mémoire pour donner leur version des faits. La lettre d'Emmanuel Macron cite 4 martyrs, pourtant il y en a tellement. Il y a même ceux dont les corps ont été jetés dans les chutes de la Métché et dont on ne parle pas. Est-ce que ce travail aurait été partiel ou a été partiel? Cela va de soi. Déjà le timing, le temps mis pour produire le rapport, il faut dire qu'il était insuffisant pour rentrer dans l'histoire du Cameroun telle qu'elle a été menée par la France. Notez que la France prend officiellement possession du Cameroun en 1919 avec le traité de Versailles du 28 juin 1919, je crois. Et à partir de ce moment, quand on vient nous proposer un rapport qui part de... Le rapport était circonscrit. 45-71. 45-71. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces années qui sont derrière depuis 1919? Il y a déjà un problème à ce niveau. Donc, c'est lui qui a défini le job description de la commission, a expressément fait de laisser une bonne partie de l'histoire derrière. Et c'est justement cette partie de l'histoire qui, je veux dire, contient le maximum, ou plutôt les plus graves exactions qui ont été commises sur les populations camerounaises par la France. À ce moment-là, qu'on parlait encore de l'indigénat. Et vous savez que l'indigénat, c'était qu'on réduisait les locaux à, on va appeler ça quoi. Déjà, ils n'avaient pas le statut d'être humain, d'homme. Ils avaient au mieux le statut de servant, c'est-à-dire que si on pouvait les considérer comme des gens qui réfléchissent, ils pouvaient être celui qui réfléchit à laver le sol, à casser les cailloux pour faire passer une route quelque part. Vous connaissez l'histoire de Ndjormbassi, par exemple, où l'administration française s'appuyait simplement sur des chefs traditionnels dans différents contrées pour recruter de la main-d'œuvre qui était amenée de force
dans des endroits où il y avait effectivement des travaux lourds comme ça. Parce qu'en reprenant la France, le Cameroun des mains de l'Allemagne, l'Allemagne avait entrepris la construction des chemins de fer et s'était arrêté dans la localité de Ndjok, où il y avait tout un grand rocher, comme on explique, et ils n'ont pas eu le temps de développer les stratégies pour pouvoir y arriver. La France qui reprend le Cameroun a envie à tout prix de relier Douala à Yaoundé par le train, pour des raisons évidentes. Le train était le moyen le plus facile de transporter les marchandises et autres là. Or, il y a cet obstacle de la roche de Ndjok et il fallait la casser à la main. C'est pour ça que des indigènes, comme ils l'appelaient à l'époque, étaient recrutés des villages les plus lointains possibles, à l'ouest et au-delà, pour venir. Est-ce qu'on peut aujourd'hui évaluer le nombre de Camerounais qui sont morts là-bas? Pas du tout. On parle plutôt des martyrs qui ont été exécutés sur le plan politique, c'est-à-dire que quand il fallait imposer une certaine logique administrative aux populations, il y a des gens qui s'opposaient, on ne fait allusion qu'à ceux-là, mais il y a des victimes camerounaises qui sont mortes dans les travaux forcés, ou bien parce qu'ils ne voulaient pas travailler. Vous savez qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les contremaîtres qui suivaient les manœuvres dans les champs et qui n'hésitez pas à tuer quelqu'un qui ne veut pas travailler, ou bien ça, on tuait, on balançait comme ça sans que ça n'émeuve personne. Ceux-là sont passés où? Donc, déjà, même sur comme dire, la façon de circonscrire la période sur laquelle va s'étendre les travaux de la commission posait un sérieux problème. Je pense que le gros du travail même se trouve derrière et qu'aujourd'hui, on essaie de nous montrer, reconnaître 4 martyrs qui ont été assassinés. Bon, ça, c'est de la moquerie à la limite. C'est de la moquerie à la limite. Je me rappelle justement au cours de l'émission qu'on avait fait ici après la publication du rapport, soit c'était en direct ou bien après, il y avait quelqu'un qui nous a appelé de la zone des États comme ça, ou bien dans la Sanaga maritime, pour dénoncer justement ce rapport en disant qu'il, lui, il est un fils de martyr, il est descendant d'une famille qui a été complètement exterminée à l'époque du Ndjormassi, et pendant les travaux, personne n'est venu les consulter, leur poser des questions, savoir ce qu'ils avaient perdu. Autre personne n'était venue. Donc, quel que soit le cas, on ne peut pas dire que ce rapport était complet. Au contraire, il est vraiment circonscrit dans une période où on nous présente quelques martyrs. Pas qu'ils sont moins importants, que le nombre est insuffisant, mais on met en face, enfin, on les met en avant comme un arbre qui cache en réalité la forêt. Et il est important pour le Cameroun de ne pas laisser leurrer ni par des lettres comme ça, qui sont, comme nous disons, des aveux mitigés, mais insister, comme Bandakani le dit tantôt, insister pour que ce contentieux colonial soit, je veux dire, mis sur la table de bout en bout. Il faut qu'on commence à diagnostiquer le problème de par le début. On ne peut pas venir ici nous présenter la présence de la France en Afrique comme si elle avait commencé en 1945. Non du tout. Il y a de l'histoire bien loin derrière, une histoire qui a été vraiment néfaste, que les Camerounais ont subi de manière totale dans leur chair, dans leur famille et ainsi de suite. Jacob Satitsa, vous avez justement parcouru et fouillé les archives. Vous avez commis 2 ouvrages sur la guerre enregistrée au Cameroun. Le premier, intitulé « Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, 1948-1971 ». Le deuxième ouvrage, « La guerre du Cameroun, l'intervention de la France-Afrique », d'ailleurs préfacé par Achille Mbembe. Dans ce livre ou dans ces 2 ouvrages, est-ce qu'on a une idée, une estimation du nombre de morts? La France ne dit rien à propos du nombre de morts enregistrés au Cameroun, et même parlant de la qualification de ce qui s'est passé au Cameroun, est-ce qu'on peut, sur la base des recherches faites par vous et des livres parcourus, on peut parler de guerre plutôt que de génocide? On peut parler de guerre. Et aujourd'hui, on peut aussi parler des génocides dans la mesure où on se base sur le qualificatif de race. Et ce qualificatif, je l'ai retrouvé dans les archives, et où les Bassa étaient qualifiés de race ainsi que les Bamileke. Pour ça, je peux parler aujourd'hui avec une voix d'autorité. Il y a également eu
un autre génocide, le génocide, la volonté d'éliminer un groupe ethnique désigné comme tel et on peut retrouver dans les archives. Il s'agit par exemple des massacres de Tombelle ou nettoyage ethnique. Peu importe le camp où on se trouve, les appellations varient. Mais pour trancher net, il faudrait confier cette qualification à des organismes experts dans le domaine, comme les organismes de droits de l'homme ou les cours de justice internationale. Et en ce qui concerne également le qualificatif de guerre, pour nous, ça ne souffrait pas d'un doute, parce que nos recherches ont démontré qu'effectivement, il y avait guerre et qu'il ne fallait que reconnaître et procéder à des réparations. Pour ce qui est des chiffres, ce sont des estimations. Les archives britanniques, notamment ceux de l'ambassade britannique qui étaient en fonction à cette période à Yaoundé, parlent de 75 000 morts. Et les autres estimations, notamment ceux des forces militaires en présence à cette période en 1960, parlent de 20 000 morts en quelques mois. Et la somme des autres décomptes parle de 120 000 morts. Mais il faudrait qu'on procède à une graphique sérieuse pour pouvoir déterminer l'effectif des morts qu'on a pu enregistrer à cette période. Ou tout au moins donner une estimation plus ou moins valable du nombre de morts enregistrés durant cette période. André Bandakani, selon certains, la sortie ou alors le massacre orchestré par les colons français au Cameroun avait pour but de bloquer l'indépendance du Cameroun, l'indépendance de 1960. Pourquoi donc aller au-delà de 1960 quand le Cameroun avait déjà, en cette année-là, acquis son indépendance? J'aime beaucoup votre relance parce que ça permet de repréciser, de recentrer la volonté, de recentrer pour se démarquer de la volonté française, consistant à vouloir tribaliser le nationalisme camerounais. C'est très important parce qu'il y a une tendance, et c'est une stratégie des stratèges français qui consiste à tribaliser le nationalisme camerounais. Or, les archives même françaises contredisent cette même pas une thèse, cette démarche de la France. Parce que toutes les archives françaises, il n'y a pas meilleur en termes d'archives pour démontrer que c'est un mouvement véritablement national qui a dépassé largement l'horizon ethnique. Donc c'est important. Parce qu'il y a un travail profond qui est fait pour morceler le nationalisme camerounais. Les Sawa ont leurs héros, les Bamileke ont leurs héros, les Bassa ont leurs héros, etc. Chacun a son héros. Il n'y a rien de plus rétrograde et réactionnaire qu'une telle approche. Donc je vous remercie pour cette relance-là. C'est-à-dire que votre question est très pertinente parce que, justement, c'est ça le piège dans la démarche de M. Macron. M. Macron s'assure dans son rapport à poser que dès 60, la France, en réalité, n'a plus de problème en tant que tel avec le Cameroun. Qu'il y a un gouvernement camerounais qui est là et que c'est lui qui est responsable. Donc, le Cameroun est en quasi-guerre civile avec lui-même. La France reconnaît que la France a accompagné le gouvernement camerounais de l'époque, mais après 1960, la France n'a plus rien à voir dans cette affaire. Et vous allez observer que dans l'opinion publique camerounaise, des gens sont propulsés, mis en avant pour développer ce genre de thèses. De manière à ce qu'une prétendue guerre civile camerounaise remplace le contentieux, j'aime pas ce mot, la guerre coloniale que la France nous a livrée jusqu'en 71. Parce qu'après 60, il y a les accords secrets de coopération qui font du Cameroun une néo-colonie. Une néo-colonie. Donc, donc il faut être vraiment un peu ignorant, volontairement ou involontairement, pour croire qu'il y a eu une vraie indépendance en 1960. La France a trafiqué tout ça, elle a fait pression à l'ONU pour fausser les rapports de tutelle et invisibiliser le cas camerounais. Ça lui a permis d'imposer les accords de coopération. Vous connaissez la séquence André Marine Bida, Aïdou, etc.
L'enjeu, c'est l'accord secret de coopération. Dès que le président Ahidjo est nommé président du Cameroun, il n'est pas élu. Il est nommé après qu'il ait signé les accords secrets de coopération. Parce qu'il faut rappeler ça, c'est important. Donc, la France nous a fait une guerre jusqu'en 1971, à l'assassinat d'Ernest Wandje. Ça a continué, ça n'a jamais cessé. Parce que c'est la France qui organise le système politique camerounais, qui crée l'État camerounais, qui impose les accords secrets de coopération, qui détermine le Cameroun tel qu'il est aujourd'hui. Alors, ça ne s'est jamais arrêté. Ça ne s'est jamais arrêté. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est ça Boko Haram, pour ne parler que de Boko Haram. Donc, il faut donc voir la démarche cynique. Le cynisme a remplacé la science historique. Le cynisme a remplacé la science en la matière. Vous avez fait un cynisme du président de la France qui crée une commission. Bon, je ne reviens pas sur son président. Vous voyez que on est tous d'accord ici pour ne pas parler du président de la commission. Donc moi aussi, je ne peux pas citer son nom. Peut-être que c'est l'ami de Roland, je ne sais pas. Donc, vous voyez même le président de la commission. Il ne m'a pas coopté. Non, on ne peut pas te coopter. Parce que bon, toi, tu n'es pas très contrôlable. Donc la composition de la commission déjà fait problème. Le président d'abord. Blik Bassi. C'est une manière de vous insulter. Je ne remets pas en cause son génie artistique, mais qu'est-ce qu'il fait dans une commission comme celle-là? Ce n'est pas sa place qu'il a fait, ce qu'il sait faire, chanter. Pourquoi on l'a mis là? Parce qu'il faut toujours vous présenter comme des gens émotifs, vous êtes des nègres émotifs qui aimaient danser, qui aimaient rire, vous riez même sauvagement, etc. Vous aimez le sport, la danse. Ce n'est pas fait par hasard. Maintenant, les gens la directrice scientifique elle-même, quand elle est là, ses compétences sont reconnues, en apparence, oui. Mais celui qui donne le là, c'est le président de la France. Donc j'insiste, si vous voulez appeler ça rapport, bon, ok, appelons ça rapport. Mais du point de vue de la rigueur scientifique, rigueur que peut revendiquer Tacitza, qui a fait ses preuves dans les ouvrages qu'il a écrits, ben, excusez-moi, hein, c'est un chiffon. C'est un chiffon, nous on appelle ça chiffon. Vous insultez le travail des membres de la commission, qualifiez ce document de chiffon. Mais ce que vous dites là, si vous êtes d'accord avec ma démonstration, conclusion c'est quoi? C'est un chiffon. Ça reste un document sur lequel on peut émettre des réserves. Non, madame, ça n'a rien à voir avec la compétence des scientifiques. Puisque un scientifique, on lui passe une commande, il fait ce qu'on lui a dit. On lui passe une commande, ça n'a rien à voir avec leurs compétences. C'est que le patron de l'affaire, c'est Macron. Et là, je vous ai dit qu'il est habitué à faire ça. Il a fait ça pour le Rwanda. Le rapport l'a créé un tollé à l'époque. C'est la même démarche. Tout ce qui a été soulevé par Roland et par Tacitza, vous montrez que c'est un chiffon. Vous voulez être le plus poli de la terre. Vous n'allez pas, vous avez fait comment pour ne pas dire que c'est un chiffon. C'est un chiffon. Deuxièmement, est-ce qu'on peut accepter, madame, qu'un bourreau crée lui-même son tribunal pour juger ses crimes? Voilà le principe fondamental de cette affaire. C'est le principe fondamental. On est dans la logique. Si vous êtes logique, vous partez de ce principe qu'un criminel ne peut pas lui-même juger ses crimes. Vous concluez. La conclusion court d'elle-même. Donc vraiment, Macron nous insulte. Macron nous insulte, on va lui répondre. On va continuer à lui répondre. Donc, qui va lui répondre? Les Camerounais lui répondent depuis. Le Cameroun officiellement n'a pas réagi. Il n'a pas besoin de réagir. Il y a des signes. C'est vous qui avez dit que c'est une propagande pour dictature grabataire. Moi, je vous dis, la directrice du rapport, elle m'a dit, quand elle présentait le rapport au président, vous avez oublié que l'État camerounais n'a pas collaboré. Elle l'a dit. L'État camerounais n'a pas collaboré. C'est un discours. On n'a pas besoin de parler. C'est un État. On ne collabore pas à ça. Bon, si c'est un pion de la France, tu n'as pas à dire, on te dit signe, si tu signes. Et tu fais comme le président Talon a fait qu'il recevait l'histoire des biens culturels. Il dansait avec Macron, il dansait. Mais le Cameroun dit, je ne collabore pas. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette démarche. On garde les apparences, c'est pas d'accord. C'est important de rappeler ça. C'est elle qui l'a dit quand elle présentait le rapport au président. Ce n'est pas un fait anodin. Je vous dis que le Cameroun a créé une commission pour écrire son histoire. Ce n'est pas aussi un fait anodin. Donc, quand on mettait tout ça en place, vous comprenez qu'il y a un problème. La France et le Cameroun, c'est la guerre. Moi, je ne sais pas ce que vous appelez contentieux. C'est la guerre. Parce que c'est un contentieux. M. Macron ne pouvait pas oser lui-même dire qu'il juge ses propres crimes. Puisqu'on a refusé à l'Allemagne de faire ça. Pour prendre seulement le cas de l'Allemagne. On a refusé de faire ça. Donc, pourquoi quand c'est nous on fait ça? Hollande a soulevé un chapitre important. Vous comprenez pourquoi il ne peut pas assumer ça. Pourquoi il commence en 1945. La France se vante, et en particulier les Français, la colonisation française. C'est l'un des rares pays au monde
qui revendiquent la colonisation comme étant un acteur civilisateur, de manière officielle. Je vous dis, c'est l'un des rares pays au monde qui revendique ça, que la colonisation était civilisateur. Par quoi donc elle était? Parce qu'on a construit des routes et des écoles. Mais quand vous avez bien suivi le raisonnement de Roland tout à l'heure, et c'est la vérité historique, mais la main-d'œuvre qui a fait tout ça était gratuite. Donc, elle n'a rien fait. Déjà que c'était des travaux forcés. Mais on vous dit, non seulement c'était des travaux forcés, des corvées, et qu'on a utilisé une main-d'œuvre gratuite, mais on nous a fait endosser ça comme une dette. Mais oui, d'ailleurs, le président français avait fait une sortie dans ce sens pour dénoncer l'ingratitude de l'Afrique. L'Afrique qui n'a pas dit merci, qui n'a pas remercié la France. Mais c'est bien de rappeler ça. Parce que c'est vous qui on appelle ça partenariat. Bon, moi, je ne sais pas comment on fait pour appeler ça partenariat. Vous voyez que de Sarkozy, depuis De Gaulle, commençons par De Gaulle, ce monsieur est arrivé dans nos pays, il était un rayon, il était tout mince comme ça, on l'a habillé, on l'a nourri. J'ai dit au Cameroun, c'est la France libérée au Cameroun. On le sait. Vous avez fait des émissions là-dessus ici. Donc, la France libérée au Cameroun. Vous regardez la récompense qu'on nous fait? Bon, depuis De Gaulle jusqu'à le type qui est là maintenant, là, ça a changé quoi? Le chef de l'État français. C'est le paternalisme le plus réactionnaire, l'arrogance. Ils n'osent même pas dire qu'ils demandent pardon. Ils n'osent pas. Mais on vous insulte. Et la France est comme ça. La France est comme ça. Il y a quand même un contraste, Roland Tapi, entre le service rendu, même bien qu'il ait été forcé par les Africains, et les massacres de la France, les massacres orchestrés par la France. Comment expliquer la barbarie, la brutalité avec laquelle des Africains ont été massacrés, tués, assassinés, torturés par les Français? C'était quoi? C'était quoi l'élément déclencheur de tout cela? En parlant des chiffres, je voudrais ajouter à ce qu'a dit Tacita, parce que ça m'est revenu. Quand les carnets secrets de la décolonisation, Chafar, il ne pas du Cameroun, il dit que c'est au moins 450 000 personnes. Je voulais seulement rappeler ça. Lui qui a fait des recherches, il faut ajouter ça. Vous allez comprendre que il ne peut même pas définir parce que c'est grave. Ce sont des centaines de villages qu'on a rasés. Vous parlez seulement des villages qui ont été rasés. C'est en centaines qu'on les compte, les villages. Donc c'est déjà dans les carrés secrets de la décolonisation. Ce n'est pas vous qui avez écrit, c'est un Français, Chafar. Il dit que lui, à l'époque, il comptait, on était déjà à plus de 450 000 morts. Mais d'autres historiens démontrent que c'est peu. C'était une parenthèse. Voilà, Tapi. Oui, la question c'est de savoir pourquoi est-ce que la France était si violente vis-à-vis des populations camerounaises à l'époque. Il faut se rappeler que la colonisation fait suite à l'esclavage. Et depuis l'esclavage, si vous êtes considérés plutôt comme des objets qu'on peut vendre, acheter et trier, mettez dans un bateau, enchaîné, et pendant qu'on est même en train de partir avec vous dans le bateau, en route, si on voit que quelqu'un donne des signes de faiblesse et tout, on balance dans l'eau comme ça. Bref, les objets, meubles et immeubles étaient plus importants à l'œil des Blancs que l'Africain. Il était moins que rien, déjà à l'époque de l'esclavage. Maintenant, quand on a évolué, au moment de la colonisation, quand Bandakani dit tantôt, au mieux vous étiez considérés, quand je dis vous, je veux dire nous, les Africains, étions considérés comme des animaux qui sont à la limite émotifs. Et comme l'émotion, il faut contrôler par la violence, c'est pour ça qu'il y avait le bâton à côté pour pouvoir atténuer tout type d'émotion, que ce soit les pleurs, les réactions animales, instinctives et tout. Donc, si on nous accordait un minimum, c'était que nous sommes des êtres vivants, mais des êtres instinctifs qui ne réfléchissent pas, mais qui ne réagissent que de manière émotionnelle, avec la force, avec la violence. Et comment canaliser ça, comme les animaux, vous voyez comment nous discutons nos routes avec les bœufs. Là, vous voyez, quand vous êtes dans la voiture, quand vous voyez comment celui qui contrôle ces bœufs est en route, il est avec le bâton. Parce qu'il considère le bœuf comme celui qui ne veut pas réfléchir, savoir qu'ici, là, non, il ne faut pas passer, non, il faut que le bâton pour lui rappeler. C'est comme ça qu'on était considérés. Et en même temps, il ne fallait pas que pour des raisons économiques, on s'encombre
pour ce qui est de ces indigènes, d'un certain nombre de difficultés ou bien de dépenses. Quand vous êtes un peu malade, bref, quand vous n'êtes plus productif, rentable parce que vous avez été atteint par une maladie ou bien de la fatigue du fait du travail forcé que vous faites, on élimine ça. Il faut évacuer tout ce qui dérange et on avance. On n'a pas le temps pour vérifier si qui est malade ou bien... Non, pas du tout. Vous allez vous rendre compte que cette idée d'économiser par rapport aux Africains est allée même jusqu'au moment de l'indépendance, des luttes d'indépendance. Parce que quand l'administration coloniale entreprend d'éliminer ce qu'ils appellent les maquis, dans les eaux, c'était au moins pour 3 raisons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas précipiter les gens dans les chutes et autres là. C'était pour 3 raisons. C'était pour ne pas dépenser les balles à les tuer. Vous nous coûtez cher pour rien. Vous ne servez à rien. 2, c'était pour ne pas passer du temps à chercher où les enterrer. Non, on n'a pas du temps pour ça. Il ne fallait pas laisser de traces. 3, il n'y aura pas de traces. Voilà les raisons principales pour lesquelles l'eau était l'un des moyens utilisés pour comment dire, se débarrasser de cette négraille, je voulais dire ainsi. Voilà les raisons. Nous étions des moins que rien, pas des êtres humains. C'est pour ça que de l'esclavage jusqu'à la colonisation, nos ancêtres ont subi autant d'humiliations de la sorte. Ce n'était pas possible que... vous savez, à l'époque même, disent les historiens, les Blancs étaient considérés d'abord comme des immortels. Pourquoi? Parce qu'on ne le voyait jamais mourir. Quand un était malade, on le mettait dans le bateau, il part mourir là-bas. Donc, pour le noir, il était immortel. Ensuite, il était celui qui connaît tout. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mis sur pied une structure de fonctionnement de telle sorte que quand le missionnaire était arrivé pour vous dire que si on vous gifle ici, vous montez la route vite droite, ou bien il faut venir se confesser devant le prêtre. Et comme ça, tout ce que vous faisiez le jour, vous partiez le dire au prêtre, à l'église, et il partait donner l'information à ses collègues qui sont administrateurs, qui revenaient vous arrêter derrière et vous poser la question, comment il a su que c'est moi, en oubliant que c'est vous qui allez dire. Et donc, ça faisait croire justement aux Noirs que le Blanc savait tout. Il connaissait tout, il est tout savant, il ne mourrait jamais, c'est un être éternel. Ce qui a ouvert un peu les yeux des Africains par rapport à ça, c'est quand on est venu, qu'ils sont venus malgré eux, recruter de force aussi les Noirs pour constituer une armée et aller se battre pour leur libération là-bas. C'est donc au front que les Noirs se rendent compte que, donc les gars là pouvaient aussi mourir parce qu'on voyait comment ils tombaient aussi. Et c'est quand ils rentrent, et que leur sang était rouge. Et quand ils rentrent aussi, ils disent, ça leur fait que le type là meurt aussi. Hein. C'est pas comme on a cru là. C'est à partir de là qu'effectivement a commencé un certain éveil, une certaine émancipation. On commence à revendiquer effectivement nos droits. Mais avant, tout avait été fait pour que le noir, d'abord, ne soit pas considéré comme un être vivant, ensuite, comme un être humain. Ensuite, tout était également fait sur le plan psychologique et mental pour que lui-même ne se considère comme rien. Et malheureusement, pour ce dernier aspect mental, les subsides résistent encore aujourd'hui. Justement, j'allais demander à Jacob, est-ce que les séquelles de cette violence sont encore visibles? Est-ce que ça se fait encore ressentir comme avant? C'est vrai qu'on a banni les sévices corporels, ça n'existe plus, du moins officiellement, mais est-ce qu'il y a encore quelques signes, des bribes, des séquelles de ce à quoi on a assisté durant cette période coloniale? Oui, les séquelles restent visibles. De quelle manière? J'ai rencontré Henri Tamou, qui était un officier de l'armée de libération nationale du Cameroun. Il était désorienté, déstabilisé, et il m'a expliqué que cette déstabilisation procédait du fait que son père avait été jeté par hélicoptère dans le fleuve Noun. J'ai rencontré également son grand frère qui a été torturé. Et cette torture le marque jusqu'aujourd'hui. J'ai rencontré un certain Kandem de Baham qui a été retourné et placé sur le pont d'une camp avec une cagoule qui désignait ses anciennes camarades du maquis pour que l'armée française les précipite dans les chutes d'une camp. Il m'a juré qu'il s'est engagé de ne plus parler de cette histoire. Il s'est agenouillé et a pleuré.
Ce qui signifie que ces choses, ces violences, ces massacres, ces empoisonnements ont marqué au fer vif les Camerounais. Il y a également les descendants de la famille Jolonyo et puis les upécistes de Bacham, dont environ 17 ont été enterrés vivants dans la forêt sacrée, qui sont marqués au fer rouge jusqu'aujourd'hui. Leur témoignage a été récolté mais est passé inaperçu dans le rapport que la commission a livré. J'arrête un peu ici, sans toutefois oublier de parler des chutes de la Métche, dont les victimes restent dans l'attente de la vérité jusqu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de familles de victimes qui vont là-bas se recueillir, faire des rites, puisque des corps n'ont jamais été retrouvés. Et c'est pour tout ce que les familles des Camerounais ont vécu et subi durant ces années de colonisation que le peuple demande réparation. De quelle réparation on parle? Qu'est-ce qu'on attend concrètement de la France aujourd'hui? On parle de réparation économique, de réparation politique et de réparation judiciaire. Est-ce qu'il faut se cacher pour le dire? Économique, il y a également les réparations psychologiques, parce que les séquelles psychologiques se transmettent de génération en génération selon les études récentes de la neuroscience. Réparation économique, par exemple. Vous demandez... Est-ce que les familles soient dédommagées ou bien qu'est-ce qui est attendu? Que les liens de la France-Afrique soient rompus. Il faut être clair à ce point-là. Et puis aussi qu'il y ait un fonds pour les descendants des victimes de cette guerre. Qu'il y ait aussi des investissements économiques pour réparer ce que le Cameroun a perdu dans ce conflit. André Bandakani, on parle de réparation. Est-ce que l'argent pourra faire oublier ce que ces héritiers de martyrs, ces fils de martyrs ont subi, ont vécu même pour la plupart? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir sur le traumatisme, les séquelles de cette violence-là. Oui. Au-delà des traumatismes individuels que Tatista a si bien relevé, mais il y a le traumatisme collectif qui est lié à quoi? Je voudrais rappeler que toutes les techniques de torture, de violence absolue que la France a expérimentées pendant la colonisation, elle a transféré ça à l'État camerounais. Martinez Zogo, c'est quoi? Cette violence, c'est-à-dire absolue que Martinez a vécu. Il est emblématique de tous ceux-là qui ont vu leur corps déchiré, défiguré, etc., par la violence d'État. L'efficacité macabre des services camerounais, ce génie, maléfique ou pas, maléfique certainement, il vient d'où? C'est la France qui a transféré ça. Quand vous allez dans d'autres pays d'Afrique, on vous dit que les services de renseignement camerounais sont terribles. C'est que, à force de vouloir détruire l'un des plus puissants mouvements de libération de l'histoire de l'humanité, l'UPC, qui a inspiré l'ANC et autres, parce que les Camerounais ne connaissent pas ce qu'était l'UPC originel. La France a mis en place l'un des appareils les plus sophistiqués de répression. Il a légué ça à l'État du Cameroun. Donc ça continue, puisque le rapport de l'État aux citoyens est marqué jusqu'à aujourd'hui par cet héritage-là. L'idée que les services, entre guillemets, on se comprend, les services se font de la relation avec le citoyen est marquée par ça. Donc ça continue. À un autre niveau, c'est plus grave. La France ne s'est pas arrêtée, elle a continué. Elle a continué parce que c'est quoi le terroriste? Allez au Burkina, allez au Mali, allez au Niger, vous allez pleurer. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, plus de la moitié du territoire du Burkina était dans les mains des terroristes. Et les populations, pour se nourrir, allaient arracher les feuilles des arbres. Il y a des régions là-bas à l'époque, vous voyez les arbres n'avaient plus de feuilles. Les gens se nourrissaient de ça, madame. Donc c'est une terreur absolue, c'est-à-dire on terrorise tout un pays, une population pour l'occuper. C'est ça. Mais qui est derrière? C'est démontré, c'est la France. Donc ça n'a pas cessé. Ça n'a pas cessé. Donc c'est important de rappeler ça. Donc
et ça montre comment la France nous regarde jusqu'à aujourd'hui. Puisqu'on nous demande d'être des diplomates, il y a un type de langage qu'il faut utiliser quand on parle de la France, mais quand on se rappelle ce que ça fait dans la chair des victimes, quand on voit ce que les peuples frères d'Afrique vivent, il faut être trop fort pour respecter le président, l'appeler ce type-là président. Ce sont des assassins, ce sont des criminels. L'État français est un État criminel. Je n'invente rien. Les Français même le disent. Les Français même le disent quand ils qualifient leur État. C'est un État extrêmement violent. Et ils ne conçoivent pas, tout à l'heure Roland l'a rappelé, l'État français ne considère pas jusqu'au XXIe siècle, alors nous parlons, que vous et moi, on est des humains. Bon, on nous dit plus ça en face, mais dans les coulisses, ils sont convaincus que vous, lui, moi, Tatissa, nous ne sommes pas des humains. Sinon, on ne ferait pas certaines choses, on ne ferait pas ça. Donc, il faut toujours avoir en mémoire cette continuité de la colonisation. C'est ce qui explique, qui justifie le racisme. Mais c'est un État raciste. Bon, maintenant il ne cache même plus. Mais quand vous écoutez le discours de l'extrême droite française et qui contamine toute la classe politique française, qu'est-ce qu'on dit? Que le problème de la France, c'est l'immigré. Ils osent dire ça. Ils osent le dire. Mais quand on parle de migrés, distinguez très bien, c'est que les migrés, c'est d'abord le noir. Bon, peut-être le maghrébien vient après. Mais qu'est-ce qu'on dit par exemple des juifs? Il a démontré ces derniers jours que le niveau d'infiltration de l'État français par le lobby juif, c'est démontré maintenant. Et que c'est plus dangereux, plus grave que ce qu'on appelle le danger islamo-gauchiste, pour ne parler que de ça, pour ne pas parler de l'invasion des Noirs en France, oubliant tout ce qu'on a fait pour ce pays. Donc c'est un État raciste. Le racisme est le cancer de l'État français. Jusqu'à là où nous parlons. En ce qui concerne les réparations maintenant, économiques. Je continue dans le sens de Tatissa, c'est-à-dire qu'il faut une démarche. Ce qu'il a dit, c'est clair, il faut une démarche. La démarche consisterait d'abord à ce que nous prenions l'initiative d'un tribunal international. Il faut un tribunal international. Ce n'est pas la France qui peut juger ces crimes. Mais je ne sais pas comment. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Ce n'est pas la France qui peut juger ces crimes. Et il y a des antécédents, il y a une jurisprudence. C'est ce qu'on a fait aux propriétaires d'esclaves en Haïti. Quand Toussaint Louverture et tous les révolutionnaires haïtiens infligent la fameuse défaite historique à Napoléon et mettent fin à l'esclavage, qu'est-ce que la France fait? On va punir Haïti pour le fait d'avoir libéré, d'avoir mené la guerre de libération, en reprenant d'ailleurs les idéaux des Lumières françaises, entre guillemets. Donc, non seulement il faut payer, mais jusqu'à aujourd'hui, Haïti paye la dette. J'espère que vous le savez. Paye la dette, ce sont des centaines de milliers de dollars que Haïti a payé jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est une jurisprudence. On peut s'en inspirer. Donc, non seulement il faut indemniser les victimes, deuxièmement, il faut indemniser l'État camerounais. Parce que le fait d'avoir utilisé la main-d'œuvre gratuite et nous avoir refourgué ça en termes de dette, et nous créer le franc CFA, le système franc CFA, un système monétaire nazi, plutôt c'est d'inspiration nazie. Attention, c'est ce que les Allemands ont imposé à la France, Donc on nous a imposé ça, on a volé tout notre argent, tous nos devises, on les a confisqués. Et qu'on a signé des accords secrets de coopération qui ont bloqué notre pays. Je vais être plus clair. Dans le cadre des accords secrets, dans le cadre des accords franc CFA, je rappelle que la France confisque totalement nos réserves. Puisqu'on dit 50%, tu peux tromper naïf. Elle confisque nos réserves. C'est-à-dire quand on va à l'étranger, on garde en France. Elle gère ça comme elle veut, elle nous donne ce qu'elle veut. Il est dit dans ces accords que lorsque les temps sont difficiles, la France a l'obligation de fournir les devises. Article 7. Dans les années 90-80, quand il y a la crise, on veut dévaluer le franc CFA en 1994, mais le président camerounais s'y oppose. Il rappelle Adoudou le dit dans ses mémoires. Parce que quand on parle la vérité historique s'impose. Hein. Le président camerounais rappelle qu'il y a des accords. Il va être trahi par Mbongo et consorts. Nous allons subir un des plans d'ajustement structurel les plus durs. Le Cameroun a été frappé très durement parce qu'il fallait punir l'État camerounais. Donc, la France a refusé de remplir ses obligations, alors qu'elle prétend dans les accords qu'elle garantit notre monnaie. Alors, donc, il faut aussi indemniser imaginez ce qu'on a subi. Donc c'est juridique, puisque l'accord franc-CFA, c'est une convention. C'est une convention, donc c'est juridique. C'est une convention. Donc il faut une démarche dans ce sens. Les éléments sont là.
Ça permet d'évaluer. On ne peut pas payer ce qu'on a subi. Ce n'était pas une affaire d'argent. Mais il faut qu'on nous remette ce qu'on nous a volé. Donc, il y a la convention qui est là, qui donne des éléments factuels pour engager cette démarche. Il faut qu'on ait à la tête de nos États des personnes extrêmement courageuses qui engagent une démarche, créent un grand consensus international à la matière. C'est très faisable aujourd'hui et on met l'affaire sur la table. On aura l'occasion de revenir dans quelques minutes sur les attentes vis-à-vis du nouveau président de la République, si jamais il y en a au soir du 12 octobre prochain, en ce qui concerne les relations la nature de la relation entre le Cameroun et la France. Mais Roland Sapie, est-ce que le Cameroun lui-même ne doit pas faire son mea culpa? On a depuis ces massacres, depuis les guerres d'indépendance, beaucoup de martyrs qui n'ont pas été officiellement reconnus. On se souvient du projet de loi déposé à l'Assemblée nationale en 1991 qui faisait de Oumiobe, Moumié, Aïdjo, des martyrs, des personnes qu'on devait élever au rang de martyrs. Jusqu'à présent, on ne connaît pas la suite de ce projet de loi qui a été soumis à l'Assemblée nationale, mais beaucoup de figures nationalistes jusqu'à aujourd'hui restent méconnues. Est-ce que l'État lui-même, en dehors de ce qu'on attend de la France, ne doit pas faire son mea culpa aussi? Comme disait Bandakani tout à l'heure, pour que l'État reconnaisse lui-même ou bien fasse son mea culpa, il faut déjà que cet État soit libre, indépendant et souverain. Sauf qu'effectivement, comme c'est la continuité, et ça, il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais oublier. Il a dit tantôt que le président Aïdjo a été nommé. Peut-être il est un peu excessif dans la façon de dire. Mais Ramadié, justement, quand c'est l'un des hauts commissaires français qui arrive au Cameroun, c'est le haut commissaire le plus éphémère que le Cameroun ait connu. Il a mis 15 jours exactement. Et pendant ces 15 jours, il a réussi l'exploit. D'abord de faire tomber André-Marie Bida à l'Assemblée nationale, de refuser le gouvernement qu'il a essayé de refaire après avoir perdu la majorité. Ramadié a refusé parce qu'en même temps, chaque fois qu'un premier ministre faisait un gouvernement, il fallait que le haut commissaire valide pour qu'il soit... C'était le patron. Donc il a refusé de valider un deuxième gouvernement qu'il a formé après Aïdjo, après la démission d'Aïdjo, ce qui l'a forcément poussé à la démission et à faire replacer Aïdjo comme Premier ministre à sa place avec une autre élection qui a été faite là immédiatement en donnant la majorité à Aïdjo et qui était donc fait Premier ministre. Ça fait 15 jours. Nous sommes en 1958. Et évidemment, quand Bida se trouve en disgrâce, il commence à chercher un peu de secours en France et tout ça, contacter des réseaux, mais ça ne marche pas. Ramadié a déjà fait son travail et immédiatement, l'histoire qui est écrite dans les livres comme Cameroun de Jacob Tatita et autres là, dit qu'en compensation, c'est-à-dire pour contenter un peu Bida, on rappelle tout simplement Ramadié en France et on le remplace là. Mais il avait déjà fait le job, comme on dit. Il a fait le job et c'est le même Aïdjo maintenant qui est placé, qui doit conduire le Cameroun à notre pseudo-indépendance. Bon, il est placé, c'est mieux dit. Il est placé là, il conduit le pays à l'indépendance et pendant l'indépendance. Il faut toujours se rappeler également qu'avant le jour où on proclame l'indépendance, il y a ces accords qui sont signés entre le 28 et le 30 décembre. Il y a beaucoup d'accords qui sont signés. Et pendant la signature de ces accords-là, la partie camerounaise était représentée par Amadou Aïdjo, qui était le Premier ministre, à qui étaient adjoints au moins 4 à 5 conseillers originaires de la France. Donc, en fait, c'est eux. Et de l'autre côté, il y avait la France. Donc, en réalité, la France ont signé des accords pour le Cameroun. C'est pourquoi Bandakani parlait à l'entame de l'émission d'indépendance de façade. Façade, c'est même dit. C'est-à-dire que c'était une coloniale. Et donc, quand cela arrive, en réalité, quand Aïdjo s'installe donc au pouvoir, parce qu'une fois qu'il a déclaré l'indépendance 1er janvier, il faut qu'il fasse vite pour se légitimer en quelque sorte. C'est pour ça qu'il organise les élections présidentielles en mai 1960 pour la première fois devenir le premier président de la République. Il est le seul candidat. Oui, évidemment, il était le seul candidat puisque en 1956 déjà, c'était en 1956 déjà. Non, il était le seul candidat de toute façon. Et
à ce moment-là, effectivement, il n'est pas question pour Amadou Ahidjo qui prend les rênes au Cameroun de faire quelque chose qui aille contre la volonté ou bien la ligne directrice impulsée par la France. Donc, il n'est pas question de faire quelque chose qui touche aux intérêts de la France. Il faut remarquer également que Ahidjo a laissé après le pouvoir au renouveau qui continue dans cette logique. Donc, il n'est pas question fondamentalement de remettre en cause les attitudes, les actions de la France au Cameroun, en tout cas au niveau des politiques qui étaient là jusqu'ici. C'est pour ça que Bandakani disait qu'il faut qu'il y ait des dirigeants courageux qui remettent en cause un certain nombre de choses et demandent à mettre sur la table, au moins au niveau international, un certain nombre de dossiers sur lesquels on devrait plancher de manière, je vais dire, de manière neutre, sans que c'est la France qui soit l'initiateur. Donc, jusqu'ici, il ne faut pas s'attendre à grand-chose officiellement de l'État camerounais, c'est-à-dire qu'il conteste officiellement un certain nombre de choses qui sont faites jusqu'ici. C'est pour ça qu'il serait difficile de se remettre en cause, de faire son mea culpa pour demander réparation. Notez que la plupart de nos rues, jusqu'aujourd'hui, sont baptisées au nom des Français. Des Allemands. Des Français surtout. Pourquoi est-ce que l'État qui est là ne pense pas à changer? La plupart des infrastructures, à Douala, on a un lycée qui porte le nom de qui? Jos. À Yaoundé, on a un autre grand lycée qui porte le nom de qui? Leclerc. Ben attendez, est-ce que vous pensez qu'avec cela, l'État lui-même n'aurait pas déjà pu jusqu'à ce jour dire que bon, ok, ces gens, Leclerc, Jos et tout ça, c'est en réalité des gens qui sont venus plutôt pour nous... parce que Leclerc, c'est qui? C'est un général, c'était un général au colonel. Un général. Qui est venu recruter justement des Camerounais indigènes, la chair à canon en quelque sorte, pour aller, et comme il disait tantôt, c'est eux justement qui sont allés libérer la France au front, d'entre les mains de l'Allemagne. Le débarquement de Normandie et autres. Récemment, c'était l'année passée, il y a eu un anniversaire, le 80e anniversaire du débarquement de Normandie, où on est allé. Et là encore, on a une idée des Camerounais qui ont été embarqués dans cette affaire. Certains volontairement, pas volontairement vraiment, mais certains de manière forcée. On sait combien sont partis, mais on ne sait jamais combien sont revenus. Et on ne nous a jamais dit ce que sont devenus ceux qui ne sont pas revenus. Ça fait partie des... Quand il parle de contentieux, il dit que non, ça fait partie de la dette coloniale. C'est-à-dire qu'il faudra évaluer tout cela pour continuer, pour commencer aujourd'hui à nous parler de dédommagement. Mais là, il faut que l'État lui-même soit déjà volontaire, parce que si on ouvrait aujourd'hui une enquête pour savoir que il faut qu'on sache le nombre de personnes qui sont parties, ne serait-ce que pour le cas de ces Camerounais embarqués dans la guerre. On a les moyens de pouvoir faire des recensements, de mener des enquêtes, d'interroger les familles pour se faire une idée. Mais est-ce que notre État, à l'état actuel, est en mesure de le faire? Ça, c'est la grande question. Et c'est d'ailleurs la question que je voudrais adresser à Jacob Satitsa. Hein. Est-ce que l'État, le Cameroun, a les moyens de se défaire de la France? Avant de répondre à cette question, je voudrais vous adresser aussi la question de Roland Tapi. Pour le cas des martyrs, est-ce que pour le moment, ils restent aux oubliettes? Il faut attendre, espérer quelque chose de l'État en vue justement de leur reconnaissance? L'État camerounais a les moyens. C'est juste la volonté qui manque. Mais comment est-ce que le meilleur élève de la France va à l'encontre de ce que le grand maître continue à faire? Je remercie le grand frère Bandakani pour avoir précisé que cette guerre continue et plus ou moins avec les mêmes méthodes, telles que l'instrumentalisation de la tribu. Parce qu'il est inconcevable que c'est sur le sol français que se diffusent les messages incitant à la haine tribale ou à des affrontements interethniques au Cameroun. Et tout cela à la barbe de la France. Clairement, il s'agit des opérations clandestines, c'est-à-dire des opérations exécutées à telle enseigne que si elles sont découvertes, l'auteur puisse nier. Et c'est une école française, et je l'ai découverte dans les archives, notamment à travers
un rapport de formation que les policiers français s'en servaient pour former la police camerounaise. Et je l'ai découvert dans le dossier du plus grand policier camerounais de cette époque, je nommerai Minlou, le commissaire Minlou. Merci. Maintenant, concernant la reconnaissance des martyrs, est-ce qu'on peut espérer? La reconnaissance des martyrs, il reste aussi à faire des études parce que les noms de tous les martyrs ne sont pas connus. Les subalternes ne sont pas connus. On a toujours cherché à les invisibiliser. Et c'est de bonne guerre parce que le gouvernement en place, c'est un gouvernement néocolonial qui respecte la ligne tracée par le colon. Bon, plus ou moins, certaines personnes, notamment les panafricanistes, espèrent que le Cameroun puisse enfin se défaire de la France, sortir d'ailleurs du franc CFA, ainsi de suite. On attend le prochain, ou du moins le nouveau président de la République, celui qui va diriger le pays durant les 7 prochaines années. Est-ce que c'est possible qu'un nouveau président, ou alors l'actuel, soit reconduit et qu'il prenne véritablement à bras le corps cette problématique? D'abord, il faut, à la suite de Roland et de Tatissa, il faut évaluer ça comme un processus. Fondamentalement, c'est un État néocolonial, mais il y a des évolutions incontestables. D'abord, les accords n'ont pas été reconduits. C'était 50 ans pour l'essentiel. Il a parlé du port. Le port était pratiquement nationalisé au Cameroun. C'est ça, Bolloré a été... on connaît l'histoire, et une fois de plus, vous avez en face de vous un des acteurs majeurs de cette affaire. Roland n'aime pas rappeler ça, il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas pourquoi. Balafon ne veut pas dire que c'était ces choses-là au Camerounais. Bon. Mais on le reconnaît, la preuve, vous êtes là ce soir. Rappelle-le, Bandakani. Il faut que je le fasse à non, il faut qu'on rie un peu. L'émission est trop sérieuse. Si tu es trop sérieux, Roland est sérieux, vous êtes sérieux, rions un peu. L'affaire est sérieuse aussi. Je suis d'accord. Donc, je peux dire qu'il y a des évolutions. Il y a une diversification des partenariats qui s'est imposée à la France. Elle n'a pas le choix. Elle est là, c'est un fait. Et si vous regardez, même la gestion de la zone franc, le Cameroun a fait des choses très audacieuses. C'est que, bon, l'État camerounais est un très mauvais communicateur. L'État camerounais, en matière de communication, c'est un des États les plus nuls au monde. Pourtant, ils ont les moyens pour le faire. Dès les années 2016, allez fouiller les archives de la BAC, vous allez voir ça. Le Cameroun refuse pratiquement de reverser sa quote-part dans le compte d'opération. C'est ça qui va déboucher sur le sommet spécial que Mme Lagarde, agissant pour le compte du FMI, va convoquer ici, le premier sommet, va convoquer ici. Et vous avez vu à l'époque, elle a carrément dit qu'il y a un risque d'endettement excessif de nos États par rapport à nos relations avec la Chine. De ça. C'était ça le vrai enjeu. Donc il y a une évolution. L'évolution est là. Aujourd'hui, le projet de fusion CEMAC, CEAC, comment on va fusionner sans parler du franc CFA? Puisque vous avez des pays, l'Angola, qui ont leur monnaie. Donc la question monétaire ne sera pas... C'est un dossier, c'est le Cameroun on a confié le dossier au président Biya. Il gère ça. Donc il y a des évolutions. C'est pour ça que la France, justement, pour empêcher ces évolutions d'aboutir, fait tout pour chercher à contrôler la succession du président Biya au Cameroun, comme elle a fait ailleurs. Parce que c'est là l'enjeu. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas tomber dans un travers qui consiste à jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des acquis, il faut les sauvegarder. Il y a des acquis. Il faut à tout prix les sauvegarder. Ça fera de ne pas faire le même travail 10 fois. Donc l'enjeu, il est là. Ces évolutions sont claires. Et il faut saluer le président Biya pour ne pas les avoir signés. C'est le problème qu'il a avec la France. Parce qu'il n'a pas signé. Le problème, il est là. Quand Jacob a dit le meilleur élève de la France, il a raison. Mais il y a aussi des moments où il a démontré qu'il n'était pas le meilleur élève. Il a dit à Hollande, ne dure pas au pouvoir qui veut, qui peut. Il a dit. Et M. Hollande venait d'une tournée internationale où justement il dénonçait la longévité au pouvoir. Quand il est arrivé ici, le président lui a dit, ne dure pas au pouvoir qui veut, qui peut. Je me rappelle à l'époque, j'ai fait une émission ici avec votre PDG Bojiko. Il m'a demandé, mais c'est le jour d'indépendance du Cameroun. J'ai dit, c'est très tôt pour dire ça. Tellement c'était fort ce symbole de voir le président défier, parler comme ça à un chef d'État français.
clairement comme ça. Donc il y a des évolutions. Il faut qu'on les identifie, qu'on les note, qu'on les gère à notre avantage et qu'on démarre. Maintenant, est-ce que les candidats peuvent le faire? Si le président est reconduit, il peut. Puisqu'il est dans cette dynamique-là, la dynamique est là. Maintenant, si par malheur cette transition, il y a un nouveau candidat, le vrai débat, c'est d'identifier, donc, si on met le président de côté, de voir parmi les candidats qui est porteur d'un projet de rupture. Bon, la question, c'est très facile à répondre. Hein. Il n'y a personne. Il n'y a personne là qui porte le projet de rupture. Qui peut l'assumer? Il n'y a personne. Ils sont tous des pro-impérialistes. C'est votre analyse. Il y a quand même des programmes qui jusqu'ici proposent... Non, on ne fait pas la politique avec les programmes, c'est pour les enfants. Une rupture? Non, on ne fait pas la politique avec les programmes, c'est pour tromper les naïfs. On fait la politique avec une capacité à modifier les rapports de force. Ce n'est pas un programme c'est un boulot, c'est un catalogue pour naïfs. On regarde si quelqu'un a la volonté de modifier les rapports de force. Mais quand vous voyez ça, moi, ça fait 15 ans que nous posons des problèmes, le vrai débat sur l'Afrique. Mais vous avez beaucoup de candidats là qui ouvertement disent que notre combat là, ça n'intéresse pas, Sinon on gagne, c'est bon. Ils le disent ouvertement, ils ne cachent même pas. Et ils ont fait Ils considèrent qu'en se présentant comme état anti-panafricaniste, ils gagnent des galons auprès des puissances occidentales dans le cadre de leur projet de prendre le pouvoir au Cameroun. Mais vous savez, il faut toujours préférer la copie à l'original à la copie. Hein. Jacob, sur la base des archives que vous avez fouillées, parcourues, des livres que vous avez lus, qu'est-ce qu'il faut attendre du prochain président de la République en matière de relations entre la France et le Cameroun, et notamment sur le contentieux colonial? À ma façon d'observer, je ne vois rien de prometteur poindre à l'horizon. Pourquoi? Oui, parce que... Le profil des candidats ne vous convainc pas? Je ne vois pas de candidature sérieuse. Comment ça? Moi, je ne parle pas, je ne fais pas de la langue de bois. Là. Ouais, tous les candidats sérieux ont été écartés. Tous les candidats, vous pensez à qui? Vous parlez de qui? Est-ce que la communication... Je parle du candidat à tendance UPCiste. Mais l'UPC avait 3 candidats. Le Manidem en avait 2. C'est des manœuvres de l'administration, donc il ne faut pas parler de ça avec du sérieux. On est en pleine phase de manipulation. Ok, Jacob Tchatita, vous ne voyez rien vraiment de l'offre des candidats, mais est-ce que la problématique devrait être au centre des programmes, au cœur même des programmes des différents candidats, même si de votre point de vue, personne ne vous convainc? Ça, c'est de la diversion. Et je ne contribue pas très souvent à de la diversion. Et si jamais le président actuel, alors le président sortant est réélu, qu'attendre de lui? Vous voulez m'amuser là? Mais vous contournez mes questions, Jacob Tchatita. Non, je ne peux pas continuer à frustrer les Camerounais. Parce que les Camerounais attendent des choses sérieuses et vous les divertissez. De quoi parlez-vous lorsque vous insistez sur la diversion depuis un moment? J'insiste sur la diversion parce que vous ne pouvez pas être sérieux et venir dire à Mondio Vision que vous soutenez quelqu'un qui a 93 ans. N'est-il pas un homme? N'est-il pas en vie? N'est-il pas un être humain? N'a-t-il plus les moyens de poursuivre l'œuvre entamée depuis... Ne cherchez plus à profiter de son image.
D'accord, on vous a compris, Jacob Tatita. Roland Tapi, 12 candidats pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Il y a le prétexte de la sortie du président français concernant les massacres enregistrés au Cameroun entre 1945 et 1971. Est-ce que ça devrait être une problématique à mettre aussi au cœur des programmes politiques de ces candidats-là? Ou alors ça reste accessoire, c'est une affaire d'État qui ne concerne pas forcément les aspirants au pouvoir? Il est évident qu'on devrait regretter effectivement qu'il n'y ait pas une lecture claire ou bien il n'y ait pas de lisibilité dans les programmes proposés jusqu'ici par rapport à cette affaire de contentieux colonial, du franc CFA, de comment est-ce qu'on règle la dette coloniale qui a été consentie jusqu'ici et qui continuellement est payée. N'oubliez pas qu'au moment où on signe des accords là également, il y a ce qu'on appelle la dette coloniale telle que libellée, qui consiste pour le Cameroun à continuer à payer des taxes sur un certain nombre d'infrastructures supposées avoir été construites par la France pour le développement. Bon, ils disent que comme nous partons maintenant, vous allez continuer à nous payer ça, par exemple. Et comme on l'expliquait tantôt, et pourtant ce sont des infrastructures qui ont été construites par une main-d'œuvre locale gratuite au cours desquelles beaucoup de Camerounais sont morts. Et les archives disent également que pendant qu'on venait au Cameroun, arrêter, forcer les gens à faire ces travaux, les entreprises qui réalisaient ces travaux avaient facturé la main-d'œuvre de ces projets-là à l'administration française qui les envoyait faire. Donc, ils prenaient de l'argent de la main-d'œuvre dans le devis, venaient sur place, exploitaient nos ancêtres et ceux qui étaient faibles parce qu'ils avaient tout travail, on les tuait pour mettre dessus. Il y a quand même des choses comme ça qui devraient rentrer dans au moins 1, 2 ou 3 programmes. Bref, les candidats devraient tenir compte de tout ce que le pays a subi avec la présence française ici et pouvoir être en mesure de demander des comptes par rapport à ça. On ne peut pas forcément tout mettre sur la table. On ne pourra jamais évaluer le nombre de personnes qui ont été tuées parce que c'est difficile. Dans aucune guerre, on ne peut pas chiffrer de manière exacte le nombre de victimes. Mais il y a quand même, à travers des documents qui existent, une estimation qui peut être faite. Et à défaut de dédommager les familles individuellement, il peut y avoir des dédommagements collectifs, comme on dit. Si on se dit que, bon, OK, ici à Douala, on a injustement, pendu le chef et après on a fait telle chose, on peut estimer qu'effectivement, par rapport à cela, la colonie, enfin, pas la colonie, le colonisateur, la France, devrait pouvoir nous dédommager en faisant telle chose pour la ville de Douala. Et cette dette qui continue à nous être imposée alors qu'on puise sur notre argent pour nous prêter, alors que le même argent qu'ils ont pris et gardé, ils sont en train même de placer ça sur le marché international et avoir des intérêts dessus. Donc, quand on en a besoin, on nous prête notre argent. Ça, c'est des choses qui devraient être mises sur la table pour pouvoir réclamer une certaine autonomie financière, une indépendance réelle cette fois-là par les candidats. C'est l'une des choses sur le plan international qu'on devrait pouvoir attendre d'eux. En tout cas, il y a d'ailleurs quelques candidats qui proposent plus ou moins des programmes des initiatives pour la rupture. On aura l'occasion de décortiquer chacun de ces programmes. Oui. Chacun de ces programmes, il y a le cas du PURS, il y a le cas, il y a le cas du PCRN d'ailleurs. Il y a des candidats qui font des propositions dans ce sens. On aura l'occasion de décortiquer les programmes de ces candidats-là, André Bandakani, et on aura l'occasion d'y revenir, on espère, avec vous sur le plateau. Je vais terminer par vous, André Bandakani. En attendant, quelle suite on donne à la sortie du président français Emmanuel Macron sur ces massacres? Excusez-moi, mais je ne peux pas vous laisser dire ce que vous avez dit. Je ne peux pas vous laisser parce qu'il ne faut pas la rupture ou bien la dette que nous devons payer à l'égard de nos ancêtres qu'on a massacrés. On ne peut pas tolérer que les gens font du cosmétique avec des problèmes sérieux. On ne peut pas tolérer ça. Il n'y a pas de candidat là qui incarne ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais c'est votre point de vue. Ce n'est pas un point de vue, c'est un fait. Moi, d'abord, je vous dis, mon travail, c'est de lire tous les programmes politiques. Je suis un homme politique. Vous parlez de faits. Quels sont les faits qui justifient cette position? Lisez leur programme. Si vous prenez le cas du président Kabila Libi, allez voir ce qu'il dit. Il dit panafricanisme non conflictuel. Ça veut dire quoi? Mais je vous donne les faits, allez lire son programme. Bon, et puis regardez son passé.
C'est un anti-panafricanisme notoire. On ne peut pas laisser passer ça. Vous le jugez? Je ne le juge pas. André Banda Kani, répondez à ma question, s'il vous plaît. Madame, tout à l'heure, Tacita disait on parle des faits. Allez vous-même taper Internet, regardez ses positions sur le panafricanisme, le combat panafricanisme. Il a toujours été contre ça. Bon, en dehors de lui, le panafricanisme, ce n'est pas un pot de fleurs pour décorer. Non, c'est une démarche claire. Donc, tout à l'heure, Tacita a parlé d'un candidat à tendance UP6. Il y a plusieurs, dans ce cas, on va dire qu'il y a plusieurs candidats à tendance UP6, puisqu'il faut considérer tout ce qu'on a rejeté à la Cour, au Conseil constitutionnel. Non, on n'est pas UP6 parce qu'on est investi par un parti UP6. Non, non. On est UP6 de vie, de carrière, de parcours. Ce n'est pas l'investiture qui fait de vous un UP6. Je crois qu'il comprend ça très bien. Hein. Il comprend ça très bien. Donc, la suite de l'affaire, c'est, je pense que il faut ranger la démarche du président là où ça mérite. Je pense qu'une bonne poubelle est bien pour... Elle dit son document là, on garde ça dedans. Mais bon, c'est bien parce que malgré lui, il a réactivé en voulant tourner le couteau dans la plaie, comme a dit Tacita. Il a remis sur la table un débat. Et maintenant, les générations qui n'étaient pas très informées vont s'intéresser à ça. Mais sinon, vraiment, il aurait fallu qu'il se taise que de dire des bêtises. Merci André Banda Kani. Merci également à Jacob Tacita qu'on a eu par Zoom. Merci Roland Tapi. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie de nos programmes. Et rendez-vous demain à 19h30 sur Balafon Télévision, 20h sur Radio Balafon pour une nouvelle édition de Tribune Présidentielle.